Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bien. Voilà, tout le monde. Très bien. Bon, mais soyez les bienvenus à l'eau vive, voilà, pour ces soirées de conférences. Ce soir, une conférence un peu particulière parce qu'on a plutôt intitulé ça une soirée témoignage. Un témoignage d'un couple qui se situe dans le parcours paroissial de l'année, qui est celui de l'écoute de la parole. Alors, écoute de la parole avec un T minuscule et puis un D majuscule. Et on s'est dit, voilà, à l'eau vive qu'on pourrait provoquer cette chance d'avoir un couple qui a été particulièrement à l'écoute l'un de l'autre et puis à l'écoute d'une autre personne aussi. Puis on découvrira tout ça. Je vous remercie infiniment, Lorraine et Jean-Renaud, de venir chez nous, auprès de nous ce soir, pour nous livrer ce qui pour moi provoque beaucoup d'admiration. C'est un parcours très personnel et pas évident toujours à livrer, qu'en plus vous avez choisi d'écrire dans un livre pour tous nous édifier. Et en tous les cas, ouvrir des portes qui, des fois, dans nos vies, sont difficiles à ouvrir. Voilà, merci infiniment. Et je laisse la parole à Patrick qui nous fait la joie d'animer cette soirée et de pouvoir vous accompagner. Merci et bonne soirée. Animer cette soirée, c'est un bien grand mot, puisque je pense que Lorraine et Jean-Renaud vont l'animer tout seuls. Il y a deux façons d'introduire Lorraine et Jean-Renaud pour moi. Il y en a une un peu officielle, je vais vous la faire, et puis une très personnelle. La manière officielle, c'est Lorraine et Jean-Renaud se sont rencontrés en 1996 dans des circonstances particulières qu'ils vont vous raconter, et se sont mariés très vite. Or, Jean-Renaud avait un secret lourd à porter pour lui, et par certaines circonstances, longtemps après leur mariage, il a révélé ce secret à sa femme, et ça a bouleversé leur vie de couple, leur vie familiale, leurs enfants, et c'est un peu de cela dont ils vont parler ce soir, même beaucoup de cela, du parcours et puis de ce que ça a suscité. Et donc, la soirée va se dérouler en deux parties. Une partie qui est la leur, à savoir, ils vont vous raconter peut-être de manière un peu chronologique et reprendre un peu le parcours du livre, pour ceux qui l'ont lu et qui ne l'ont pas lu. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que grâce à Nadia et comme un roman, il y a un certain nombre de livres qui sont disponibles et que vous pourrez acheter en fin de soirée. Et puis, dans une deuxième partie, il y aura les questions-réponses. Alors moi, j'ai 22 questions listées ici, mais mon but est de n'en poser aucune ou une. Mais ils m'ont rassuré en me disant que habituellement les questions arrivaient très vite. Ça, c'est la manière officielle de vous présenter les choses. Il y a une manière pas officielle, c'est que si je suis là ce soir, c'est que ce bouquin a suscité dans un dîner catovien un débat, mais alors un débat d'une violence extrême, incroyable. Il y avait les pour, les contre, les hommes, les femmes, ça volait très haut, et on a tenu quand même 50 minutes sur votre livre, que certains n'avaient pas lu. Du coup, tout le monde s'est précipité, et en sortant du dîner, on m'a dit « Mais Patrick, pourquoi est-ce que tu n'es pas là ce soir et que tu ne co-animes pas cette soirée ?» Évidemment, j'ai dit oui. Du coup, je l'ai relu une deuxième fois, ce qui m'a rajouté plein de questions. Mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose de très fort, et peut-être parce que justement, vous l'avez écrit à deux. Et ceci explique les réactions possibles des gens, des femmes, des hommes. Et sans plus tarder, je vous cède la parole, et ensuite, on vous aidera à conduire ce débat. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir. Alors, comme dans le livre, on va échanger tous les deux, chacun à son tour. On n'est pas là pour vous donner des leçons, c'est évident. On est là pour témoigner de ce qu'a été notre vie. Un point, c'est tout. Je fais une petite parenthèse. Je viens, vous découvrirez, si vous lisez le livre, que j'ai habité pendant très longtemps à l'Étang-la-Ville. Donc je viens en voisin et je suis bien content de venir à Chatou et retrouver des vieux copains ici. Alors on va faire un flashback. Alors ce qui est étonnant dans toute cette histoire, on le revoit après coup avec le recul, mais on va vous raconter une histoire où il y a trois événements qui se viennent s'encastrer les uns les autres
et qui sont conduits d'une main invisible à lire, c'est une évidence, et qui vont transformer nos vies, évidemment. Je reviens en 1994, premier événement deuxième événement d'ailleurs, qui a tout déclenché. J'ai 34 ans et je fais du roller dans la forêt de Rambouillet sur les pistes cyclables. Pistes cyclables, dans la forêt de Rambouillet, je ne porte pas de casque, il n'y a pas de danger. En fait, un vélo que je ne vois pas venir me rentre dedans. Ma tête vient heurter très violemment le macadam de la piste cyclable et là, tout s'enchaîne méchamment. C'est-à-dire que j'ai une fracture du crâne, début d'hémorragie cérébrale, œdème cérébral et finalement début d'engagement, c'est-à-dire que sous la pression du sang de la boîte crânienne fermée, le cerveau commence à descendre. Et là, ça se joue à quelques minutes près, pratiquement. Donc je suis rapatrié de toute urgence en hélicoptère sur Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Et là, on me trépane, ils arrêtent l'hémorragie, et les médecins disent à mes parents, bon, maintenant il faut attendre, parce qu'il faut que le cerveau remonte un peu, même beaucoup, et que tout se remette en place. S'engage un long coma, très long coma, et à tel point qu'à un moment donné, le pronostic vital est engagé. On m'explique, on fait comprendre à mes parents qu'il vaut mieux peut-être pas que je me réveille parce que je risque d'être légume et de rester comme ça tout le reste de ma vie. Mais finalement, je me réveille après 15 jours, un peu plus de 15 jours de coma profond. Et je suis tout de suite envoyé à Garches pour commencer aussi vite que possible ma rééducation, apprendre à parler, à marcher, à déambuler, etc. Et là, il se passe deux choses. La première, c'est que les médecins viennent me voir, on me dit « Monsieur Delissegaray, vous êtes un cas. Est-ce que vous accepteriez qu'on fasse des expériences médicales avec vous pour comprendre ?» On dit « Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. » Moi, ça me sortait de l'ambiance pesante de Garches, c'est bien parce qu'il m'amène à Saclay, au centre atomique de Saclay, pour faire ces expériences. Vous le savez tous, évidemment, que l'essence du cerveau, c'est du glucose. Et le glucose, on me fait ingurgiter du glucose radioactif pour voir comment le cerveau fonctionne. Je mène donc ces différentes expériences. Et parallèlement, deuxième élément d'information importante, mes amis commencent à venir me voir à Garches, ma famille. Jean-Arnaud, tu nous as fait vraiment, vraiment peur, etc. Et puis, systématiquement, quasiment systématiquement, à chaque fois, revenait l'évocation d'une soirée qu'avaient organisée mes parents à l'église paroissiale de Saint-Louis-d'Antin, où ils avaient réuni ma famille, mes amis, tous. Et ça a été une soirée de témoignages, de prières, de partage. Et tous étaient bouleversés par cette soirée, ce qu'ils me disaient. Alors là où ça devenait quand même étonnant, c'est que vient un très bon ami juif qui me dit « Mais Jean-Renaud, vraiment, c'était une soirée incroyable. » Une bonne amie musulmane qui me dit « Tu sais, moi aussi, j'ai prié, etc. » Des amis francs-maçons, de la même manière bouleversés par cette soirée. Là où ça devient drôle, c'est qu'un bon copain, je me souviens, plutôt entre guillemets, je dis bien entre guillemets, bouffeur de curé, qui me dit qu'il a été lui aussi bouleversé par cette soirée. C'était quand même étonnant. Il me dit « J'aurais bien aimé être là, cette soirée. » pour moi. Et la vie continue à Garches. Et on me dit un jour, monsieur Delissegaray, vous allez continuer votre éducation au Pays Basque. Et là, l'infirmière vient dans ma chambre avec un dossier sous le bras. Elle me dit, monsieur Delissegaray, je voudrais vous expliquer, d'abord vous remercier d'avoir accepté d'avoir fait ces expériences. Et je voudrais vous expliquer pourquoi on a fait ces expériences. Et elle m'explique. Première des choses, c'est que le coma, ça se mesure comme la température. On est tous ici 0, réveillés, et les courbes vont jusqu'à 5. 5, c'est le coma neurovégétatif. Je fais simple. Hein. Elle me montre ma courbe. En fait, le 5, c'était bizarrement fait parce que c'était vers le bas. Donc, la courbe descend, elle arrive à 4+, 4 inf, 4+, là, et puis, pouf,
elle remonte à angle droit, à 0. Bon, très bien, ravi d'avoir vu cette courbe de commun, monsieur, madame. Attendez, monsieur Delisagaray. Et elle me jette une dizaine de courbes, d'autres courbes sur mon lit, en disant, regardez, c'est les mêmes cas que vous en termes de gravité. Effectivement, toutes les autres courbes, la remontée est inversement proportionnelle à la descente. Ça prend beaucoup plus de temps à remonter qu'à descendre. D'accord ? Et en plus, ça remonte irrégulièrement. Effectivement, aucune des courbes ne ressemblait à la mienne, mais alors vraiment pas du tout. Puis j'étais encore amorti à cette époque. Au bout de 2 ou 3 jours, je lui dis, ramenez-moi la courbe. Je regarde la courbe. Ah oui. Et l'angle droit était exactement le lendemain de la soirée de prière. J'ai embêté, sans dire ce que je savais, les médecins pour leur demander une explication rationnelle du fait que ma courbe soit si différente de toutes les autres. Ils ne m'ont jamais donné de réponse. Et pour cause, en disant à chaque fois, c'est pour ça qu'on a fait des expériences avec vous. Et donc, je quitte Garches et vais au Pays Basque pour continuer ma rééducation. Et là, on est au cinéma et je fais un flashback. Je rappelle, nous sommes en 1994 et projetons-nous en 1990, avant l'accident évidemment, où là, je menais une carrière, une bonne carrière. J'étais dans le conseil en stratégie dans un cabinet américain qui s'appelle Bain. Je gagnais beaucoup d'argent, je travaillais beaucoup. Et à cette époque, j'avais tout plaqué. J'étais pas marié évidemment. J'avais tout plaqué pour partir monter la première banque, les toutes premières banques de microcrédit dans les bidonvilles de Santiago du Chili. À cette époque, microcrédit, personne ne connaissait. Mon père était grand banquier devant l'éternel. Et quand je lui ai dit que je partais faire du microcrédit au Chili, il a failli me déshériter. Il était fou furieux, mais fou furieux. Donc je suis parti vivre 2 ans dans les bidonvilles de Santiago du Chili. Et là, c'était passionnant, en même temps pas simple de vivre dans ces milieux déshérités. Et j'ai fait rencontrer une femme un peu plus âgée que moi, qui habitait dans le Barrio Alto, c'est-à-dire le quartier riche de Santiago. Moi, c'était ma bouffée d'oxygène. On est devenus copains. C'était ma petite amie. Et j'allais la voir de temps en temps. Encore une fois, c'était une bouffée de respiration pour moi. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, Jean-Renaud, je suis enceinte. Cette personne qui s'appelait Lourdes venait de divorcer et son mari était américain. Et elle me dit, je suis enceinte de toi. Alors, le ciel me tombe sur la tête, parce que c'était pas du tout prévu comme ça. Et je suis tétanisé, bloqué, en ne sachant pas quoi faire. Mais est-ce qu'il faut que je reste ici? Mais dans ce cas, il faut que je change de profession. Est-ce qu'elle va accepter de venir avec moi en France? Enfin, une multitude de questions où je suis totalement paralysé pendant un certain temps, pendant quelques semaines, ne sachant vraiment pas quoi faire, ne sachant pas comment prendre la décision, on ne se voyait pas, j'étais pas forcément les plus conciliants. Et au bout de 4 semaines, elle me rappelle, elle me dit, Jean-Renaud, écoute, franchement, je suis navré, excuse-moi, mais c'est pas ton enfant. C'était possible parce qu'effectivement, son mari américain, son ex-mari américain revenait de temps en temps au Chili, à Santiago, pour solder ses affaires. Je savais qu'elle la voyait. Et donc, elle me dit, cet enfant est l'enfant de mon ex-mari. Alors là, je me dis, dilemme, en me disant, cette fille est sensible, intelligente, c'est pas vraisemblable qu'elle essaye de m'avoir avec un truc pareil. Et en même temps, soyons clairs et transparents, ça m'arrangeait bien qu'elle m'ait dit que ce ne soit pas le père. Et donc, je suis parti retourner à Paris avec, honnêtement, un gros doute dans la tête, mais comme je le disais tout à l'heure à l'heure du déjeuner, je regardais plutôt à droite en me disant, bon, elle m'a dit que c'était pas mon fils, c'est pas mon enfant. Je reviens, on fait des allers-retours, je reviens à la sortie de Garches. Sortie de Garches, je ne peux pas commencer tout de suite à travailler.
Et il s'avère qu'une de mes amies me cassait les pieds, entre guillemets, depuis plusieurs années pour aller à Medjugorje. Et moi, j'ai de la famille à Lourdes, une maison familiale à Lourdes. Je dis les apparitions de Marie, je connais ton truc là, en Yougoslavie, j'ai pas envie d'y aller. Là, en l'occurrence, encore frappé de ce que j'avais constaté avec cette courbe de coma, elle me le repropose et je lui dis ok, on y va. C'était en 1995, vous prenez un avion de Paris, vous atterrissez à Split, et là, il y a les hélicoptères de l'aéroport qui partent. Pour aller à Medjugorje, il y a 2-3 heures de bus, il y a au moins 3 ou 4 checkpoints, et puis on entend au loin. Il y a 2 heures d'avion, on est dans un pays en guerre. Et pour autant, on arrive à Medjugorje, et à Medjugorje, c'était une petite vallée, des gens du monde entier, un grand calme, incroyable. Donc moi, j'arrive dans cet endroit. Dans ma prière, dans mes prières, c'était pourquoi moi je m'en suis sorti de cet accident. J'ai croisé des enfants à Garches qui étaient à côté de moi, qui étaient renversés par des chauffards ivres et qui étaient condamnés à rester toute leur vie dans des planches. Pourquoi eux ils s'en sortent pas et moi je m'en sors miraculeusement ou de manière inexpliquée selon les médecins. Et j'assiste à une apparition juste dans l'angle du jeune garçon qui avait l'apparition, et donc je le vois et je me dis si ce gars-là il fait semblant, il va direct à l'Actor Studio à New York, il est sûr d'être pris. Parce que, voilà, sa figure, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je rentre en France, j'explique ce que j'ai vu, mes parents, ma famille, tous mes copains me disent on veut y retourner avec toi. Je rappelle ma copine, je dis écoute, je ne me moque pas de toi, mais est-ce que tu peux réorganiser un pèlerinage pour ma famille? Elle me dit d'accord. Et on repart donc avec ma famille, tous mes bons copains, on repart à Medjugorje. Mais une semaine avant le départ, elle m'appelle, me dit tiens, j'ai un de mes bons amis, sa sœur veut venir dans ce groupe avec nous. Je lui dis qu'il fallait que je te demande. Elle sait qu'on se connaît tous, moi ça m'est complètement égal qu'elle vienne. Donc on part à Medjugorje, on revient, et 3 semaines après le retour de Medjugorje, la personne qui avait débarqué dans ce pèlerinage, de nulle part, je lui ai demandé si elle voulait m'épouser. On m'aurait dit un jour que j'aurais épousé une femme en 3 semaines, mais je mettais ma tête sur le billot, que c'était juste, mais impossible. Mais pour moi, mais impossible. C'était pas dans mon radar. Pour autant, on s'est mariés. Donc, cette femme, je lui laisse la parole. Vous n'avez encore rien vu, hein? Ne vous inquiétez pas, je vais lui repasser la parole. Non, le miracle, c'est que j'ai dit oui, surtout. Alors voilà, nous sommes effectivement en 96. Et juste pour vous donner un petit peu de contexte sur la manière dont effectivement je suis arrivée dans ce pèlerinage, dans ce groupe où je ne connaissais personne, organisé par une amie d'un de mes frères, mais voilà, je ne connaissais pas cette jeune femme. En fait, Medjugorje, donc, qui est un lieu où il y a eu des apparitions mariales depuis des années, c'est un lieu dont j'avais beaucoup entendu parler dans ma famille. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, assez pratiquante. Et moi, j'ai toujours eu cette certitude dans le cœur que Dieu avait une place dans ma vie et que Marie, Jésus étaient des personnes concrètes en fait dans ma vie. Voilà, j'ai peut-être grandi avec des personnes qui m'ont fait découvrir ça et j'ai grandi avec ça. Mais là, plusieurs fois ma famille m'avait proposé d'aller là-bas et j'ai toujours dit non. Voilà, je n'ai pas envie. Et puis, mon frère, un de mes frères y va fin 95 et me propose d'y aller. J'hésite à dire oui, finalement je dis non. Et au retour, il me parle de ce pèlerinage et il me dit, tu sais, c'est un endroit qui te conviendrait bien. Il y a quelque chose de très féminin, de très marial. Et il me dit, j'ai beaucoup pensé à toi là-bas, ce lieu te plairait. Moi, ça m'agace un peu, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Sauf que, quelques semaines plus tard, je l'appelle et je lui dis, donne-moi les coordonnées de ton amie là, qui organise les pèlerinages. Et donc, j'appelle cette jeune femme que je ne connaissais pas. Et en fait, sur un quiproquo, au cours de notre conversation,
Elle me dit, mais ça vous intéresse de venir avec vous? Moi, poliment, je dis, bah oui, envoyez-moi un peu de documentation par politesse, quoi. En fait, je lui pose des questions sur le lieu, elle répond, et je raccroche en me disant, bah non, ça m'intéresse pas, mais j'ai eu mes réponses à mes questions. Et en fait, elle a pris mon billet d'avion. Donc, 8 jours plus tard, il n'y a pas de portable à l'époque, hein, pas d'internet, tout ça. Donc je reçois un courrier, chère Lorraine, j'ai ton billet d'avion, tu peux venir avec nous du temps au temps, j'ai une place pour toi chez l'habitant, etc., etc. Envoie-moi un chèque et tu pars avec nous. Donc là, le ciel m'est un peu tombé sur la tête et je me suis dit, bon, bah, je suis inscrite, je vais y aller quand même, parce que je suis obligée de payer. Donc j'y vais avec des pieds de plomb, on ne se connaissait pas. Et je ne connaissais pas le contexte de l'organisation de ce pèlerinage. C'est-à-dire, je ne connaissais pas l'histoire de Jean Renaud. Je n'étais pas au courant de cette histoire, de l'accident, du coma, de la récupération, de la guérison inexpliquée. Je ne savais pas qu'il y avait sa famille, ses amis. Et j'atterris dans ce pèlerinage. Et assez rapidement, Jean Renaud ne me lâche pas d'une semelle. En fait, moi, Tu veux dire quelque chose? Humblement. On t'a coupé le sifflet. Humblement, je voulais m'occuper de toi parce que je vous dis, c'est une personne qui connaît personne dans le groupe. Et donc, non, mais véritablement, je vous promets. Et donc, non, mais j'avais peur que ça gâche un peu le voyage. Merci pour cette petite précision. Bref. Je suis touchée par le lieu d'abord, vraiment, j'ai été saisie par cet endroit, par les temps de prière, par les conférences qui avaient lieu sur place, par la vie sacramentelle. Ça m'a vraiment saisie, quoi, un lieu d'intimité et d'intériorité très, très, très poignant pour moi à cette époque. Et puis, quand même, au bout de 2 jours, je me suis dit, il me lâche pas ce garçon. Et voilà. En fait, entre-temps, il me racontait aussi son histoire, l'accident, etc. Et j'avais un peu de colère au fond de mon cœur en me disant, j'ai rien à faire dans ce groupe dont je ne partage absolument pas l'intimité. C'est pas un de mes amis, je suis pas de sa famille. Et en même temps, je suis là, donc laissons un peu nous faire. Et effectivement, on est rentré à Paris quelques jours, 4-5 jours plus tard. Et là, on s'est dit tous les deux, il se passe un truc. Et effectivement, on a assez vite décidé de repartir en vacances tous les deux, pour se raconter un peu nos vies, nos histoires, nos parcours. On ne se connaissait pas du tout. Avec un principe de dialogue instauré par Jean Renaud, qui était la transparence, pas de tabou, être en vérité, être bienveillant, enfin, se dire les choses, quoi. Et donc moi, j'ai eu l'impression de jouer le jeu. Et nous avons échangé sur plein de sujets. Jean Renaud avait préparé un formidable questionnaire type parcours de fiançailles avec toutes les bonnes questions auxquelles il fallait répondre. Et voilà. Et au cours de nos dialogues, de manière très, très surprenante, Jean Renaud m'a demandé en mariage. Et moi, assez vite, j'ai dit oui. Et on s'est mariés très très vite. 3-4 mois après, on était mariés. Pour moi, ça a été surprenant aussi parce que dans mon parcours, j'avais rompu des fiançailles, quasi fiançailles, quelques années auparavant. Et du coup, là aussi, pour moi, prendre la décision de me marier comme ça, c'était quelque chose, quoi. Après des années un peu difficiles. Et donc, le mariage arrive et nous commençons par le mariage civil pour faire quand même les choses dans l'ordre. Marié au Pays Basque par mon beau-père, qui était maire adjoint à l'époque à Bayonne. Et là, c'est moi qui raconte ça? Oui, c'est moi qui ai le micro. 2 jours avant notre mariage civil, Jean Renaud reçoit un coup de téléphone à Bayonne de Lourdes. Donc Lourdes, je vous rappelle, c'était sa petite amie au Chili. Et Lourdes téléphone en disant, en fait Lourdes, entre-temps, s'était remariée avec un monsieur chilien originaire du Pays Basque espagnol, donc pas très loin de là où nous étions chez mes futurs beaux-parents. Et Lourdes propose à Jean Renaud de prendre un déjeuner ou prendre un verre, je sais plus trop. Et Jean Renaud, très candidement, répond « Formidable, mais je suis avec ma fiancée, je me marie dans 2 jours, on va se voir je viens avec elle. » Donc on se retrouve tous les 3 pour un pot. Et moi, je trouve cette femme très sympathique. Bon, je parle espagnol, donc on se parle espagnol. Elle arrive avec une petite fille qui avait 2 ans. Je trouve qu'entre eux, les retrouvailles sont pas très chaleureuses, en fait. Et là, je me dis, c'est bizarre. Ils n'ont pas l'air très contents de se retrouver, en fait. Un peu tendus. Tu veux dire quelque chose sur cette... Je continue.
Bref, moi je suis toute à la joie de l'organiser. Je vais juste dire qu'avec le recul, j'étais complètement cinglé. Mais complètement cinglé d'avoir organisé ce verre, parce qu'elle aurait pu tout bêtement me dire à ce moment-là, mais si, finalement c'est ton fils, à 2 jours de mon mariage. Ou c'est une fille, en l'occurrence. Mais donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette décision qui est aberrante, et pour autant, elle a eu une justification et un sens par la suite. Ouais. Voilà, donc notre mariage démarre, le mariage religieux arrive quelques semaines plus tard. Bon, là je m'étends pas, c'est nos années de mariage qui commencent avec beaucoup de joie, quelques difficultés d'ajustement évidemment, mais on a très rapidement un premier bébé, un garçon, puis une petite fille. Et voilà. Et puis, mystérieusement, quelques années plus tard, nos enfants avaient 4, 5, 6 ans, voilà, dans ces années-là, quelques années de mariage, tout à coup, j'ai commencé insidieusement à avoir une espèce d'épine dans le cœur. Comme je parlerai peut-être pas d'intuition encore à ce moment-là, mais je me disais, mais toute cette histoire, c'est un joli conte de fées, mais il y a un truc que je ne sens pas, il y a quelque chose qui me paraît pas juste, il y a quelque chose de Jean Renaud que je ne saisis pas, peut-être quelque chose qui ne me dit pas, que je ne comprends pas, je ne sais pas toute sa vie, enfin voilà, j'avais vraiment une douleur. Comment il vous l'a présenté en tant que qui, Lourdes? Parce que vous l'avez pas dit. Pardon, oui, non, mais Lourdes, oui, vous avez raison. Lourdes, il m'avait tout simplement présenté en me disant, écoute, voilà, c'était ma petite amie quand j'étais au Chili, des années avant. Quand on s'est rencontrés, moi j'avais 30-31 ans, Jean Renaud 35-36, donc bon, bah voilà, je m'étais dit, on n'a pas 20 ans non plus, donc il y a une petite amie au Chili. Moi, il y avait prescription, et puis moi j'étais tellement à la joie de ce mariage rapide, mais effectivement, il m'avait dit que c'était sa petite amie, mais il ne m'avait rien dit de plus. Et donc j'ai cette épine dans le cœur, et ça devient très envenimé entre nous. Le dialogue devient difficile. Je deviens jalouse, je deviens suspicieuse. Jean Renaud, du coup, est très en colère, il est démuni. Il me dit, mais t'es en train de mettre notre mariage par terre, quoi. Moi, j'étais inquiète, même on était mariés religieusement, mais je me disais, mais même notre sacrement de mariage, quoi. Je ne sais pas si tout ça va tenir le coup. Et je ne sais pas si notre couple va résister à ce que je suis en train de vivre et cette douleur que j'ai vraiment au fond du cœur. Et ça devenait vraiment très, très envenimé. À telle enseigne que il y a un moment, je me suis dit, si je ne fais rien, ça va voler en éclats. Donc j'ai décidé de me faire accompagner en me disant, c'est peut-être mon regard qui n'est pas ajusté, c'est peut-être moi dans mon histoire qui est quelque chose de pas ajusté, de pas réglé. Donc je me fais accompagner par une psychologue, je me fais accompagner spirituellement. Voilà, je renforce ma vie de prière parce que je m'appuie aussi sur ma foi. Mais ça bouge pas. Je finis par traîner Jean Renaud, on fait une retraite tous les deux dans un cadre chrétien, de relecture de sa vie, puis je traîne Jean Renaud littéralement dans un week-end sur le dialogue et la communication dans le couple. Alors, le week-end était organisé là aussi dans un cadre chrétien, avec aussi la présence d'une personne qui était conseillère conjugale. Le ton était donné, et avec pas mal d'exercices à faire à deux, donc d'exercices qui sont une aide au dialogue en fait, qui permettent d'avoir un support qui fasse un peu rôle de tiers. Et au cours d'un exercice, moi qui raconte ça aussi, au cours d'un exercice, Jean Renaud, tout à coup, me dit, Lorraine, il y a un truc que je t'ai jamais dit en fait, que je porte comme une croix. J'en ai jamais parlé à personne, c'est très lourd. Et il faut absolument que je te le confie, il faut absolument que je te parle. Mais il me dit, je ne vais pas te parler maintenant. Là, je ne peux pas, laisse-moi le temps. Donc j'accueille ces paroles mystérieusement. Et là, je pense plutôt une blessure d'enfance. Voilà, un truc qui lui serait arrivé jeune et qu'il n'aurait jamais pu dire à personne. J'ai plutôt ça dans le cœur, en me disant, bon, bah, je n'insiste pas, ça a l'air d'être quelque chose de compliqué. Il me parle d'une croix à porter, quelque chose de lourd, je laisse venir. Les jours passent, les semaines passent. Au bout de 5 semaines, je me permets de le relancer en disant, tu ne devais pas me dire un truc. Il me dit, si, mais avant ça, je voudrais prier avec toi.
Et je voudrais t'emmener à Montmartre, à la basilique Montmartre, au pied du Saint-Sacrement. Voilà, je voudrais qu'on prenne un temps de prière tous les deux ensemble et puis qu'ensuite on parte dîner et que je te parle. Donc c'est ce que Jean Renaud organise. Peut-être Est-ce que vous avez déjà fait un vrai chemin de croix dans votre vie? Moi, j'en ai fait un. La montée à pied, parce que j'avais décidé que je monterais à pied à Montmartre pour rejoindre ma femme. Un vrai chemin de croix, je peux vous garantir, en me disant, purée, comment je vais lui raconter ça? On se retrouve devant le Saint-Sacrement. Alors, on avait prévu d'aller dîner au restaurant après. Et je pense que là aussi, j'ai jamais prié comme ça de ma vie. Moulin à prière, suppliant d'avoir trouvé les mots justes, suppliant qu'elle prenne cette information qui n'était qu'un doute, des grosses questions que j'avais, mais je ne l'avais pas dit avant. Donc on prie, et puis à un moment donné, on prie, on décide d'aller au restaurant, on va au restaurant, je commande un repas, il faut que tu lui dises maintenant, vas-y. Et on parle, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait hier, allez mon vieux, dis-lui, raconte-lui. Et on continue, les enfants vont bien, mais qu'est-ce que t'attends? Et puis je commande l'addition, je règle, et on rentre à la maison. Et je n'ai rien dit. Incapable de sortir le truc. On se retrouve à la maison, penaud, Lorraine royale ne dit rien, fait comme si de rien n'était. Non, je fais pas comme si de rien n'était, mais je dis rien. En fait, juste pour préciser, c'est que je commençais à connaître mon mari et j'ai senti que c'était tellement compliqué que si je poussais le bouchon un peu loin et que je le forçais à parler, ça allait pas bien sortir, quoi. Et voilà, donc je me suis abstenue. Et donc le lendemain, j'accompagne Lorraine et les deux enfants garde Austerlitz, ils partent skier, je reviens à la maison, et puis comme beaucoup d'entre vous le font sans doute, je me mets devant mon PC pour regarder mes emails avant de dormir. Donc j'ouvre mon PC, je regarde mes mails. Et là, bonjour, ma mère m'a parlé de vous, j'aimerais bien vous connaître. J'ai cette image gravée dans le cœur, mais celle-là, je pourrais vous la décrire au millimètre près. J'ai mon PC, on a une bibliothèque, et en haut, là, l'image d'Épinal. Vous savez, mais l'image d'Épinal, du bon Dieu avec sa grosse barbe, qui regarde et qui est plié en deux de rire, en me disant « Je t'ai bien eu, mon vieux ». C'est vraiment l'image que j'ai eue dans mon cœur. Le lendemain de ma décapitonnade sur toute la ligne, devant le Saint-Sacrement, je recevais ce mail du gars de Vicente qui avait 13 ans à l'époque. Donc c'est la première fois qu'il échangeait avec moi, il ne l'avait jamais fait avant, le lendemain de cette soirée de prière. Donc là, je me dis, mais lâchez-moi un peu là-haut. Donc là j'étais vraiment au pied du mur. Et donc, il ne me disait pas, c'était pas écrit que j'étais son père, mais sa demande était assez claire. Et donc, je rappelle Lorraine, le lendemain matin. Je rends au téléphone et il me dit ces mots que je n'oublierai jamais. Lorraine, j'ai reçu un vif rappel à l'ordre, il faut absolument que je te parle. Et quand j'ai entendu ces mots, j'ai reçu un vif rappel à l'ordre, moi j'ai compris entre les lignes qu'il avait reçu un message, qu'il avait croisé quelqu'un, enfin qu'il y avait une tierce personne en tout cas. Et là, immédiatement dans le cœur, j'ai eu le mot secret de famille. Et je me suis dit, là Lorraine, il y a un gros truc qui va te tomber sur le coin du nez. On n'est plus du tout dans la blessure d'enfance ou le truc qu'il n'a jamais pu dire, mais il y a quelqu'un d'autre dans la boucle et ça va être un gros truc, quoi. Donc je finis mes vacances avec mes enfants et je rentre à Paris. Et là, en rentrant, je dis à Jean-Renaud, là il faut peut-être que tu me parles. Et il attend encore que 4-5 jours. Et de nouveau, il me convie, là cette fois-ci, dans notre paroisse, où il y a une chapelle du Saint-Sacrement, une chapelle d'adoration. Et à nouveau, Jean-Renaud me convie à prier ensemble avant de me parler. Et franchement, dans mon cœur, je me suis dit, ça fait 2 fois qu'il me convie à prier avant d'essayer de me parler. Je l'ai pris en fait à la fois comme quelque chose de rude, en me disant, bon, ça va pas être simple à accueillir, et en même temps comme une manière de dire, je prends soin
enfin je l'ai compris après, mais je prends soin de notre mariage parce que je veux appuyer cette conversation en prenant Dieu à témoin, quoi, en prenant le Seigneur à témoin, parce que pour nous ça a du sens, dans notre vie la foi nous porte, et qu'on s'est marié religieusement, et voilà, donc j'ai compris que voilà, il y avait tout ce poids que Jean Renaud voulait mettre dans le cadre fixé pour cette conversation. Bref, on se retrouve quand même devant le Saint-Sacrement, on prend un temps de prière, et là on se retrouve tout seuls, tous les deux dans l'oratoire, et là Jean Renaud me dit, écoute, assez simplement, il me dit, ce que j'ai à te dire, c'est que selon toute vraisemblance, j'avais encore un doute, je n'en ai plus. J'ai un fils qui a 14 ans au Chili, qui s'appelle Vicente. Là, franchement, j'ai eu l'impression de me prendre un coup de poignard dans le dos. Non pas tant à cause de l'existence de l'enfant, mais le non-dit. Souvenez-vous, quand on s'est rencontrés, il y avait ce dialogue qui avait été établi avec pour principe de base la vérité, la transparence, se dire les choses, pas de tabou, etc. Et là, je me suis dit, ça c'est un gros coup de poignard dans ce principe de vérité. Et je lui dis, mais au fait, qui est la maman? Et il me dit, la maman, tu la connais très bien, c'est Lourdes. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, Lourdes, après l'avoir rencontrée avant notre mariage civil, elle m'avait rappelé quelques années plus tard à Paris, en me disant, écoute, je viens à Paris, est-ce qu'on peut se voir? J'aimerais te voir. Et en fait, nous nous étions vus avec Jean Renaud, avec nos enfants. Elle était venue avec une petite fille, et entre-temps, elle avait une autre petite fille, pas son fils, bien sûr, et nous étions devenus amis. Alors vous me direz, au-dessus de l'Atlantique, pas évident, mais en fait, on se parlait très fréquemment, parce qu'elle m'envoyait souvent des amis qui arrivaient en France, que j'accueillais, etc., ou à qui je parlais. Et je ne sais pas pourquoi, mais on a pris l'habitude d'échanger assez fréquemment. Et il y a une espèce d'amitié qui s'est nouée entre nous au travers de l'Atlantique. Et donc franchement, quand j'ai entendu la maman de Lourdes, là j'ai eu l'impression d'être poignardée une deuxième fois en me disant, vous êtes bien fichus de moi tous les deux. Et là j'ai l'impression d'être le dindon de la farce, en me disant, mais voilà, pourquoi tu me dis ça aujourd'hui? Pourquoi tu m'as laissé être amie avec elle? Moi j'avais 1000 pourquoi dans le cœur, en fait. Intérieurement, je me sentais assez brisée, vidée, en fait. Je ne savais pas comment réagir, j'étais démunie, j'avais l'impression de ne pas avoir de colère dans le cœur, mais 1000 pourquoi, en me disant, mais pourquoi tu n'as pas parlé? De quoi as-tu eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas allé au Chili? Pourquoi tu n'as pas fait la vérité avant qu'on s'engage? Pourquoi? Ensuite, il s'est passé voilà, les événements ont fait que, là on peut peut-être pas tout raconter, les événements ont fait qu'il y a eu 3 ans et demi de secret. C'est-à-dire que moi j'étais au courant, mais en France j'étais la seule. Et Jean Renaud n'a pas souhaité en parler tant qu'il n'était pas allé au Chili. Et nous avons mis du temps à aller au Chili, ça a été très compliqué. Moi j'ai essayé de suggérer qu'on y aille assez rapidement tous les deux. J'ai dit à Lourdes, j'ai vite appelé Lourdes pour lui dire que que j'étais au courant. Elle m'a dit, mais j'avais tellement peur que tu te fâches avec moi, mais moi je pouvais pas te parler. Je dis, non, mais voilà, Jean Renaud a fini par me parler. Donc on a très vite toutes les deux rétabli le dialogue et on est restés très proches. Ça pour moi c'est une grâce assez mystérieuse. Et je lui dis, écoute, tu sais, moi j'ai vraiment dans le cœur que je sais pas ce que je vais faire de notre couple parce que c'est une histoire compliquée pour moi, mais je veux que pour nos enfants ce soit pas un drame mais une joie, parce qu'après tout ça s'appuie sur c'est une vérité qui s'appuie sur une réalité. Mes enfants ont un frère aîné, c'est comme ça, c'est la vie. Et ton fils a un petit frère et une petite sœur en France. Et moi, je veux que mes enfants sachent très rapidement cette vérité, parce que plus ils seront petits, plus ça va... Enfin, c'est ce que j'avais dans le cœur, hein, plus ça va être facile pour eux de l'accueillir, de grandir avec cette idée, et voilà. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur cette période. Bon, peut-être qu'il y aura des questions après. Bon. Et donc voilà, il y a eu pendant ces 3 ans et demi cette difficulté à cheminer tous les deux. Moi, je dois dire que c'est une période où ma foi m'a beaucoup aidée, parce que je pouvais parler à personne. C'était un secret, c'était pas, voilà, ça m'appartenait pas. C'était pas à moi d'aller en parler à qui que ce soit, ni à ma famille, ni à ma sœur, ni à mes amis. Enfin, je me suis dit, si je commence à en parler, c'est fichu, quoi. J'ai déjà, moi, pas tous les éléments de compréhension. Si en plus je commence à en parler, demander des conseils à quelqu'un qui n'a pas la moitié de l'histoire, je ne vais pas m'en sortir. Donc j'ai cheminé en étant assez seule. On a essayé de dialoguer tous les deux, en parlant beaucoup à Lourdes, en demandant une photo de Vicente quand même. J'ai trouvé très bel enfant qui ressemblait beaucoup à son papa.
un bel ado de 14 ans. Et non, c'est vrai, hein, en plus. Et puis, au bout de 3 ans et demi, après, il y a le papa de Jean Renaud qui est tombé gravement malade, qui est décédé. Et nous avons décidé d'aller au Chili. Jean Renaud m'a dit, écoute, on y va. On va y aller tous les deux. J'ai dit non, on n'y va pas tous les deux, on y va tous les 4. On emmène les enfants. Et il m'a dit mais non, moi je veux d'abord rencontrer mon fils. Je lui ai dit non, le Chili c'est l'autre bout de la planète, on va pas prendre des billets et y retourner après, ça coûte une fortune, donc tant pis, on y va tous les 4. Donc on a appris le Chili en disant écoutez voilà, on arrive cet été, tous les 4. Et alors nos enfants n'étaient toujours pas au courant. Hein. Je vais te repasser la parole parce qu'en fait les enfants ont appris dans l'avion que l'objet du voyage, c'était d'aller voir leur frère. On est en plein Mars et Vénus. En plein dedans. Lorraine avait tout juste, il avait tout faux. Moi, je voulais les informer. Bon, ceci, c'est moi qui ai gagné. Je voulais les informer en me disant... dès lors qu'ils vont apprendre ça, ils vont vouloir absolument le rencontrer tout de suite. Donc je vais leur dire au dernier moment. C'est ce qui s'est passé. Ils ont effectivement appris cela dans l'avion. Tu vas raconter, Lorraine. Autant vous dire que, en plus, j'avais poussé le vice en disant ils vont apprendre dans l'avion quand on atterrit. Comme ça, ils auront le minimum de temps à attendre avant de rencontrer leur fils, leur frère. Alors nos enfants avaient 9 et 10 ans. Notre fils avait 10 ans, notre fille 9 ans. Alors ils savaient qu'on allait au Chili parce que leur papa avait habité au Chili. Ils se souvenaient de Lourdes parce que quand elle était venue en France, ils l'avaient rencontrée. Donc ils avaient un vague souvenir. Voilà. Et effectivement, Jean Renaud leur a appris très sobrement. Je lui avais dit, tu sais, prépare-toi parce que les enfants, ils vont pas te louper. Ils vont avoir des bonnes questions, malgré leur jeune âge. Et il va falloir être vrai avec eux. Et voilà, pas enjoliver les choses et être sincère et vrai, quoi, parce qu'ils le sentent, les enfants, bien sûr. Et là, ça a été un exercice de haut vol, où Jean Renaud, effectivement, a essayé d'annoncer très simplement, en disant, bah, écoutez, voilà, on va au Chili parce qu'on va rencontrer votre frère. Voilà, Lourdes, c'était ma petite amie il y a quelques années, et on a eu un bébé, en fait, un petit garçon, etc., etc. Et là, les questions ont fusé. Première question de notre fils. Ah, bah alors moi, depuis que je suis petit, on me dit que je suis l'aîné. En fait, c'est pas vrai, c'est pas moi le fils aîné. Et il va t'appeler papa, et il va porter le même nom de famille que nous. Et est-ce que tu es toujours amoureux de Lourdes? Donc là, on va au Chili, puis tu vas rester vivre avec Lourdes et Vicente, et nous, on rentre seul avec maman. Tu vas quitter maman, en fait, etc., etc. Et donc, tu as fait un bébé, mais tu t'es pas rendu compte que tu faisais un bébé. Et tu as fait un bébé, puis tu t'en es pas occupé. Donc, on a le droit de faire ça. On fait un enfant, puis on s'en occupe pas. On peut faire ça. Et donc, on n'a pas besoin d'être marié. Alors, pour faire un bébé, enfin voilà, vous imaginez toutes les questions que, sans malice, hein, mais que posent des enfants avec beaucoup de bon sens, beaucoup de vérité, beaucoup de bienveillance aussi, mais direct, quoi. Donc, ça a été un festival pendant cette dernière heure de vol de questions. Et moi, j'ai compris qu'il fallait que je sois à la fois solidaire de mon mari en leur montrant qu'on était... Voilà, qu'on avait réussi à cheminer ensemble et que notre couple n'avait pas explosé en vol et qu'on n'allait pas se séparer et que moi je cheminais aussi pour accueillir cet enfant. Et à un moment, mon fils m'a regardé, il m'a dit mais elle a dû beaucoup pleurer maman quand même quand tu lui as annoncé. Donc voilà, toutes ces questions où on a essayé d'être le plus vrai possible. En même temps, je ne vous cache pas, de temps en temps, on était un peu démunis en se disant il faut vraiment trouver les mots justes pour répondre à des enfants de 9-10 ans. En étant vrai, en étant en même temps pudique, pas tout raconter, et en se disant plus tard je vais pouvoir rebondir sur ce que j'ai dit, en leur disant je t'ai dit ce que tu pouvais entendre à 9-10 ans, et aujourd'hui je peux t'en dire un peu plus. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé avec les années. Arrivé au Chili, la rencontre a été inouïe. On s'est retrouvés avec Lourdes, son mari, Vicente, les 2 petites sœurs. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la période était compliquée parce que Lourdes une de ses petites filles venait de décéder à 12 ans. Elle a eu une maladie foudroyante en un week-end. Donc voilà, ils étaient tout de même en plein deuil depuis 2 mois. Et l'autre nouvelle terrible, c'est que Lourdes est tombée très gravement malade. Elle avait un cancer extrêmement grave qui a été très mal soigné au Chili. Donc on arrivait dans un contexte très particulier
à la fois de joie de ces retrouvailles, de cette découverte de Vicente qui découvre pour la première fois son père biologique, qui attendait ça, qui a demandé ça. Lourdes et moi, on est tombés dans les bras l'une de l'autre en se disant mais enfin nos enfants vont se connaître et cet enfant va connaître son... Enfin, voilà, ça peut paraître bizarre de le raconter comme ça rapidement, mais il y avait beaucoup de joie pour nous deux en tant que maman, que femme, qu'épouse, en se disant mais enfin la vérité se fait quoi, pour ces enfants, il faut que ce soit une joie et pas un drame. Et puis on a eu quelques jours de vacances incroyables au Chili. Vous imaginez l'excitation des enfants quand même de découvrir ce pays. Et puis de retour, donc ça peut-être je te laisserai parler de ta rencontre avec Vicente après, mais non, peut-être après. Bon. La chose absolument dingue, moi quand je suis rentré en France, mes copains me disent mais t'as fait un test ADN quand même, c'est une histoire pareille. Dis-moi le test ADN c'est simple. Hein. On est arrivé là-bas, on s'est retrouvés, c'était l'hiver au Chili, donc on allait skier, parce que les 3 enfants aimaient bien le ski. Il y avait Antoine et Daria, 11 et 12 ans, qui ne parlaient pas un mot d'espagnol, pas un mot d'anglais, et Vicente, 17 ans, qui ne parlait pas un mot de français. Donc communication, zéro. Et pour autant, en 2 jours, il y avait une fratrie. Daria, petit bout de chou, il était hors de question, mais hors de question de monter dans un télésiège, elle n'était pas assise à côté de son grand frère chilien. Et Antoine faisait le clown 24 heures sur 24 pour essayer d'attirer l'attention de son grand frère. Et Lourdes est venue nous voir à la fin du séjour en disant « J'ai jamais vu Vicente s'occuper de ses 2 petites sœurs chiliennes comme il s'occupait de Antoine et Daria. » Donc une fratrie est née comme ça, instantanément, et ça c'était extraordinaire. Alors ensuite nous sommes rentrés en France. Là il y a eu, vous l'imaginez, dès le retour en France, l'annonce à faire aux familles, belle famille, annoncer à sa maman, à mes parents, les frères, les sœurs, enfin vous voyez quoi. Donc là c'était un exercice aussi sur lequel je ne m'étends pas, mais vous pouvez imaginer, on a eu un peu toutes sortes de réactions. Moi je note quand même énormément de bienveillance, d'amitié, de gentillesse. Il y a eu des réactions plus difficiles, mais globalement, on a été très frappés par la bienveillance quand même, voilà, l'intelligence des réactions qui ont bien vu que c'était compliqué quand même pour Jean Renaud, que ça n'a pas été simple pour nous, etc. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a un peu bousculé aussi les choses, c'est que Lourdes et son mari ont décidé de partir aux États-Unis, s'installer à Boston pour qu'elle puisse être soignée dans un bon hôpital, ce qui n'était pas le cas au Chili, et toute la famille a déménagé. Et en septembre, elle nous a appelé en disant écoutez, Vicente n'a pas de lycée, il n'est pas pris à Boston. En attendant de trouver une place au lycée, je vous l'envoie en France. Donc on s'est retrouvés, à peine l'annonce faite, en fait, 3 semaines, 1 mois après, on s'est retrouvés avec Vicente qui a débarqué à Paris, à la maison pendant 2-3 mois. Donc là aussi, ça a été l'occasion d'une découverte TGV, quoi, express, à la maison, voilà, essayer de se connaître, d'apprendre à vivre ensemble, pour les enfants de se découvrir. Donc ça a été là aussi source de grâce, de fou rire, d'ajustement aussi. Enfin, ça a été incroyable. Nous renvoyons Vicente à Boston au mois de novembre. Et puis, moi, j'étais très inquiète pour la santé de Lourdes. Je savais que les choses se dégradaient et qu'il y avait un dernier protocole qui était mis en place, mais que c'était un peu le traitement de la dernière chance. Et en janvier, moi j'ai dit à Jean Renaud, il faut que j'aille parler à Lourdes parce que j'ai beaucoup d'aversion des choses, mais pas celle de Lourdes. Et je veux lui parler. Et nous partons tous les deux à Boston. Et je dis à Lourdes, écoute, je viens passer une semaine avec toi. Elle était vraiment pas bien du tout. J'ai plein de questions à te poser. Et elle m'a dit, écoute, tu me poses toutes les questions que tu veux, je réponds à tout. Et on a eu une semaine d'échanges, beaucoup toutes les deux, un peu avec Jean Renaud, mais ça s'est beaucoup passé entre les 2 femmes, où on a pu tout se dire en fait de cette histoire. Et du coup, ça a été très éclairant pour moi parce que j'ai compris beaucoup de choses que je partage aussi dans notre livre. Et je me suis dit, mais un jour, je vais avoir ces 3 enfants en face de moi qui vont me poser des questions sur cette histoire. Et si j'ai pas quelques clés de lecture, je saurais pas quoi dire.
Et je mesure les années passant à quel point ça m'a aidé et ça nous a aidé avec les 3 enfants à reparler de toute cette histoire. Et donc évidemment, ça a été des adieux très, très tristes avec Lourdes parce qu'on savait qu'on rentrait en France et qu'on ne la reverrait pas. Effectivement, elle est décédée peu de temps après. Et il y a eu une grâce tout de même au milieu de ce séjour. Là, je vais peut-être le raconter rapidement. Oui, un soir, on était à Boston. J'invite Vicente et ses 2 sœurs au restaurant. Et je fais un petit discours. L'objectif étant de dire, bon ben voilà, aux 2 sœurs, Vicente et mon fils, mais voilà, vous êtes, vous, toutes les 2, engagées dans le même amour. Vous êtes reçus quand vous voulez en France. Je vous considère pratiquement comme mes filles. Je me rassois et là, Vicente se lève et dit, je veux prendre la parole aussi. Je rentre un peu dans ma chaise, qu'est-ce qu'il va raconter? Je m'attends à tout. Et il se retourne d'abord vers ses sœurs et dit, vous savez, je suis en train de préparer ma confirmation. Et il se retourne après vers Lorraine, il dit, écoute, j'ai vu ça avec l'évêque. En fait, la sœur de Lourdes était, en même temps que nous à Boston, elle était la marraine de baptême de Vicente. Et il se retourne vers Lorraine et dit, écoutez, j'ai vu ça avec l'évêque. Lorraine, si je voudrais que tu sois ma marraine, mais si tu ne peux pas venir, tu seras représentée. Effectivement, j'étais bouleversée d'avoir ce geste de Vicente, en fait, qui spontanément me demandait d'être sa marraine. Et je me suis dit, là, mais c'est lui qui demande à établir un lien avec moi, donc je ne suis pas que la belle-mère, quoi. Je deviens sa marraine. Et ça avait un sens profond pour moi aussi, spirituellement, humainement. Enfin, c'était... Voilà. Et donc, quelques semaines après le décès de Lourdes, nous sommes repartis à Boston pour la confirmation. Donc, vous pouvez imaginer, ça, c'était un moment incroyable pour Vicente et pour nous 2. Voilà, donc depuis, on a essayé d'aller au Chili se retrouver, de faire beaucoup venir Vicente en France, de faire en sorte que nos enfants se voient. On se parle beaucoup par Skype, par WhatsApp. Maintenant, nos enfants parlent parfaitement anglais, espagnol. Vicente n'a pas beaucoup progressé en français, mais c'est pas grave, on arrive à se parler très bien avec les autres langues. On se voit pas assez, c'est frustrant, mais on essaye de garder des liens le plus proche possible. Vicente vit toujours à Santiago, toujours avec son beau-père et avec ses deux sœurs plus jeunes. Il a 26 ans, il est psychologue pour enfants et psychologue en entreprise, et il travaille, il va très bien, après toutes ces histoires. Je vais peut-être dire juste un petit mot, juste un petit mot, parce que notre livre s'appelle « Grâce à toi, du secret au pardon ». Peut-être dire quelques mots, mais il y aura peut-être des questions aussi dessus, sur cette notion de pardon, parce que, encore une fois, c'est pas... j'ai eu ce chemin de pardon à faire parce que c'est pas tant, comme je l'ai dit, c'est pas l'existence de l'enfant. Ça pour moi, ça a jamais été ça la question. Encore une fois, c'était le non-dit. Et c'est vrai que pardonner ce non-dit, je me suis rendu compte que ça avait été long pour moi. J'ai mis du temps. D'abord, ça a été assez peut-être plus subtil entre nous. Jean-Renaud n'a pas formulé directement une demande de pardon. J'ai compris qu'il me demandait pardon par des gestes, par sa générosité, par un amour renforcé, par son comportement, par plein de gestes, quoi, tout ce qu'un homme est capable de donner de bon aussi, autrement que par une formule toute faite. Ça a été aussi le fait de pardonner ce secret pendant 3 ans et demi. Ça a été extrêmement lourd pour moi à porter. Voilà, de ne pas partager avec personne, de garder ça, de me dire je peux pas en parler à mes beaux-parents, je peux pas en parler à mes enfants, voilà, ça c'était compliqué. Pardonner aussi les réactions, parce qu'il y a eu des réactions formidables, mais il y a eu des réactions difficiles. Là c'était compliqué de pardonner à certains proches qui ont eu des réactions un peu indélicates, quoi, enfin, qui se sont permis de beaucoup juger, de critiquer, de dire t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû... Bah oui, mais t'étais pas à ma place, donc t'en sais rien. Voilà, et j'ai senti en fait dans ce cheminement qu'à un moment, encore une fois, je me suis appuyée sur ma foi, et moi j'ai prié en fait en demandant le désir de pardonner, pour vous dire où j'en étais. Déjà, j'avais pas envie de pardonner, donc ça a été long pour moi, ça s'est pas fait comme ça, et c'est vrai que j'ai eu le sentiment d'avoir fait un peu, c'est peut-être un peu fort, mais le deuil d'un premier mariage, et de me dire on réinvente encore une autre histoire à nous 5.
Il y a cette belle parole d'Isaïe, élargis les piquets de ta tente. Moi j'ai senti ça, quoi. Élargis un peu ton cœur de mère et accueille ce garçon. Voilà, qui est le frère de tes enfants et qui est un garçon en fait que j'aime profondément, quoi, avec qui je m'entends bien. Et puis ça a été un chemin de grâce. En fait, on a été la grâce d'abord de nous finalement après des années d'un amour renforcé, grâce de voir l'intelligence du cœur des enfants, de leur réaction, grâce de cette amitié avec Lourdes, incroyable. On s'est jamais fâché, on s'est toujours dit les choses. Ça a été très mystérieux. Grâce de l'accueil des familles, enfin voilà, il y avait tout un... Grâce le beau-père de Vicente aussi qui a été formidable avec nous. Enfin, ça a été un chemin incroyable. Alors évidemment, c'est facile quand on relit, parce que quand on est dedans, on est un peu dans un tunnel, mais voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, je vais peut-être juste conclure avant les questions. Quand on prend du recul, c'est quand même bluffant parce que sans l'accident, jamais je rencontre Lorraine. Je ne l'aurais pas vue, c'était pas possible. Et sans Lorraine, jamais l'atterrissage de Vicente dans ma famille se passe aussi bien. Donc avec le recul, moi on m'a appris à l'école qu'il fallait tout maîtriser, etc. On maîtrise rien du tout. Que dalle de chez que dalle. C'est une touche d'humilité maximum, cette histoire pour moi. Oui, en fait, c'est difficile de prendre la parole après un tel témoignage. L'histoire se termine bien, c'est heureux, c'est pas le cas de tout le monde. Je crois qu'on est aussi très touché par vos fragilités et par ce que vous vous êtes apporté l'un à l'autre. Maintenant, il y a un temps de questions, si vous le souhaitez. On va passer un micro. Moi, je voudrais vous poser une première question toute simple, c'est pourquoi avez-vous décidé de faire de cette histoire un témoignage et plus particulièrement un livre ? Moi, j'ai peut-être commencé par moi parce que moi, j'ai pas du tout envie d'écrire ce livre. J'ai pas forcément la bonne position dans cette histoire. Retrouver ma vie personnelle étalée au grand jour, c'est jamais simple, en particulier, mais pas que ça, dans le milieu professionnel. En fait, on a été appelés parce que j'ai la chance de compter dans mes amis qui nous a mariés, Monseigneur Dominique Rey. Et Dominique m'a, moi en particulier, cassé les pieds pendant plusieurs années en disant mais tu dois écrire ce livre, Renaud. Il connaissait évidemment mon histoire, tu dois écrire ce livre, tu dois écrire. À un moment donné, j'ai craqué et donc, le processus est engagé. Il ne disait pas forcément. Maintenant, avec le recul, je le comprends un peu mieux. Alors, il y a eu un deuxième événement. C'est que on avait écrit un petit synopsis, comme ça, pour rigoler, qui a atterri dans les mains d'un éditeur. Moi, on m'avait dit, ok, tu veux écrire un bouquin, mais attends, avant que tu trouves un éditeur, tu ne vas pas te lever, c'est pas demain la veille. Et un éditeur, qui est la Maison Salvador, le patron de Salvador nous appelle pour déjeuner. Et là, à la fin du déjeuner, il sort un truc, il dit voilà, le contrat, il est là, vous n'avez plus qu'à le signer. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire ? On ne m'avait jamais dit que ça se passait comme ça. Et en fait, j'ai su le fin mot après. La maison d'édition disait c'est entre autres un livre qui parle de secret de famille. Alors, il y a très peu de témoignages sur ces sujets-là. Donc, il se dit c'est vraiment un témoignage qu'il faut donner. J'imagine que Dominique Rey devait avoir à peu près les mêmes raisons, avec une dimension de foi supplémentaire. Voilà. En ce qui nous concerne, je vais peut-être laisser te répondre à la question. Moi, ce que j'ai perçu, c'est vrai que c'était un peu un effort quand même d'accepter de faire ce bouquin. En même temps, on avait envie d'écrire pour que les enfants aient une trace, mais de là à le publier, il y a un pas qu'on n'était pas prêt à franchir. Et Monseigneuresse, c'est vrai, m'a dit, mais
J'en ai reparlé avec lui après, je lui ai dit mais pourquoi tu m'as appelé, pourquoi tu nous as appelés tous les deux à écrire ce truc? Je lui ai dit franchement, sans ton appel, je l'aurais pas fait. Il me dit d'abord, parce qu'il fallait que tu te sentes appelé, qu'il y ait cette légitimité, qu'il y ait quelqu'un qui vous appelle à l'écrire. Et il dit en fait, le cœur de votre témoignage, pour lui, c'était un témoignage d'espérance. C'était de dire, dans toutes ces situations, même au moment où ce soit l'accident, voilà, cette histoire de non-dit, etc., au moment où on se dit il y a beaucoup de choses qui font que, humainement parlant, on a l'impression qu'on va dans le mur et que ça peut exploser, il y a cette petite voix d'espérance qui peut être signe d'espoir en fait pour d'autres personnes, pour d'autres familles, pour d'autres couples, voilà. Et il me dit ça vous appartient pas et vous devez oser en témoigner. Et voilà. L'autre chose, c'est qu'on avait été appelés en fait avant de publier ce livre. On avait déjà eu l'occasion de témoigner, à la fois dans une ou deux émissions de télé, dans des lieux comme Paray le Monial, etc. Et à chaque fois, on nous avait dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas? Il faut écrire votre témoignage. Donc voilà, il y a eu plusieurs appels, en fait, je pense, et à un moment, on s'est dit, si c'est un appel... Moi, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup prié pendant l'écriture du livre, qu'on a dû faire en 4 mois, donc on travaille tous les deux, donc c'était compliqué. J'ai beaucoup prié en disant, Seigneur, si ça pouvait ne pas sortir, ça serait formidable. Donc si tu peux me mettre tous les bâtons dans les roues, c'est vas-y quoi. Je peux pas vous dire la fluidité d'écriture. Je lui dis faut que ça sorte quoi. Donc voilà. Donc on s'est dit, on l'a pris comme un appel, en se disant ça nous appartient pas. Et si ça peut, moi vraiment je l'avais dans le cœur, si ça peut être une petite lueur d'espoir et que ça incite, ne serait-ce qu'une personne qui est enfermée dans un secret, dans un non-dit quel qu'il soit. Ça peut être une petite lueur d'espoir de se dire il y a une possibilité de sortir de ce secret. J'ai vu ce chemin de libération pour Jean Renaud. Moi ça m'a bouleversée en tant que femme. Et je me suis dit, si ça peut pousser quelqu'un et lui donner confiance, de se dire il y a peut-être ce petit risque à prendre, ce sera gagné quoi. Mais après, ça ne nous appartient pas. Je devance une question que sans doute l'un d'entre vous doit avoir. Il est évident qu'avant de s'engager là-dedans, on a demandé aux 3 enfants s'ils étaient d'accord. Et les 3 nous ont dit oui, on est derrière vous, on vous soutient, écrivez ce livre. Voilà. Donc ça ne s'est pas fait dans le dos des enfants. En revanche, on ne les a jamais exposés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous a demandé de venir avec eux, que ce soit à la télévision, à la radio, dans des témoignages, etc., on a toujours dit non. On les a jamais exposés, ils sont jamais intervenus. Et non seulement ils sont d'accord, mais dans le livre, ils ont chacun 2-3 pages sur lesquelles on leur a proposé, et ils ont dit oui, de donner un peu leur éclairage sur la manière dont ils ont vécu toute cette histoire. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions? J'en ai d'autres, sinon. Monsieur? D'abord, personnellement, je vous remercie. Vous avez un témoignage bouleversant. Et dans ce que vous venez de conter, j'ai vu quelque chose de l'œuvre de Dieu, déjà à Medjugorje, à travers la Vierge, qui a quelque part, vous avez été préparé, monsieur, à travers l'épreuve qui vous est arrivée. Et vos rencontres ont été, à mon avis, installées dès le départ. Alors, on a la chance avec vous. C'est beaucoup qui sont ici présents, à travers nos vies, on a souvent les mêmes épreuves, sauf que on n'ose pas les exprimer comme vous. Alors vous avez fait un très très beau témoignage. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Vous pouvez poser toutes les questions, il n'y a aucun tabou. Moi, je voulais savoir si pendant les 3 ans et demi où vous avez porté le secret de votre côté, vous n'avez pas eu envie d'aller voir une tierce personne, notamment un conseiller conjugal ou un thérapeute, pour pouvoir percer l'abcès avec quelqu'un qui garderait ça dans la confidentialité et qui pourrait vous épauler durant cette période-là. Oui, bien sûr, c'était une vraie question, elle est très juste votre question, parce que je me suis interrogée de cette manière-là. J'ai compris que ce que m'avait dit Jean Renaud, c'était quand même tellement gros comme secret. D'abord, j'ai tout de suite cette perception, ce secret ne m'appartenait pas, que c'était pas mon histoire, que c'était la sienne.
et que c'était pas à moi de divulguer ce secret. Je me suis vraiment fermé la porte. L'autre chose que j'avais vraiment dans le cœur, c'est que je me suis dit, j'ai déjà moi du mal à y voir un peu clair et dans les questions que je pose à Jean Renaud, les réponses qu'il m'apporte, ce que j'arrive à obtenir de Lourdes. Si je commence à en parler avec quelqu'un, et je vais être obligée de divulguer pas mal de choses, et au fond de moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'attends comme conseil? Et en fait, est-ce que j'attends un conseil? Et j'ai cheminé en fait intérieurement en disant, non, je vais essayer d'avancer toute seule. Je n'ai pas envie d'échanger avec quelqu'un qui risque d'orienter ma perception des choses. C'était déjà tellement compliqué, je ne sais pas si je l'exprime bien, mais c'était tellement compliqué pour moi. Je me suis dit, je préfère cheminer toute seule. Alors, encore une fois, avec ma foi, je me suis beaucoup appuyée sur Marie. Et ce que nous disent les Écritures, Marie gardait toutes ces choses en son cœur et méditait en silence. Hein. Et voilà. La seule chose que j'ai parlé à personne, ni à ma sœur qui est vraiment ma meilleure amie, ni à une conseillère. Et Dieu sait si ma sœur m'a téléphoné au bout de 3 semaines, on se voit beaucoup, et elle m'a dit, Lorraine, tu vas pas bien du tout, je le vois, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Et je lui dis, écoute, non, je ne te dis, il se passe quelque chose, mais je ne te dirai pas quoi, et je te demande de ne plus me poser de questions, tu sauras un jour. Et donc 3 ans et demi plus tard, elle m'a dit, ah, c'était donc ça? Je dis, oui, c'était ça. Elle m'a dit, je comprends. La seule chose que j'ai demandé à Jean Renaud, c'est que j'avais un prêtre qui m'accompagnait, qui était mon directeur spirituel, et j'ai dit à Jean Renaud, moi j'ai besoin quand même d'un lieu de parole qui soit dans une grande confidentialité, avec pas de jugement, voilà, une certaine neutralité. Acceptes-tu d'en parler à ce prêtre? Et c'est Jean Renaud qui en a parlé à ce prêtre en ma présence. Et du coup, c'est devenu pour moi un lieu de parole, mais en fait on a très très peu échangé. Il m'a aidé un peu à cheminer, mais on a eu que quelques conversations, mais moi, ça me suffisait. Et j'ai compris qu'en fait, ces 3 ans et demi de secret m'ont permis de cheminer Alors, peut-être que ça aurait été mieux en faisant accompagner, j'ai pas de réponse. Mais ça m'a permis de cheminer vraiment avec ce que j'étais, ce que j'avais dans le cœur. Voilà, mes fragilités, mes incapacités, mes questions, mes doutes, mais aussi... ce à quoi je tenais dans mon mariage, l'amour de mon mari, de mes enfants, etc. Donc effectivement, j'ai parlé à personne, à part ce prêtre à qui Jean Renaud a accepté de parler. Et entre vous parliez à ce moment-là, ou la communication était quand même... Entre nous, moi je suis une grande bavarde. J'ai posé 50 000 questions, je pense. Je pense que tous les pourquoi que vous pouvez imaginer, je les ai posés. J'ai bassiné Jean Renaud comme vous pouvez. J'ai dû être casse-pied, je te demande pardon mon amour. J'ai dû être vraiment saoulante quoi. Les 20 fois j'ai demandé mais pourquoi t'as pas parlé? Pourquoi t'es pas allé au Chili? Et pourquoi on n'y va pas? Et de quoi as-tu peur? Et pourquoi tu veux pas parler à tes enfants? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Je l'ai pas lâché quoi. Bien sûr, on a eu énormément de temps de dialogue. Mais je pense que ça nous a aidés aussi tous les deux à cheminer un peu sans être parasités, je dirais, par les réactions des uns et des autres. Et du coup, je pense que j'ai mesuré après, je ne sais pas ce que Jean en pense, mais moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine et beaucoup plus forte pour accueillir les réactions des personnes, en me disant, écoutez, moi, j'ai fait bien comme j'ai pu, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, pas dit j'en sais rien, mais moi, je suis comme je suis, et j'ai cheminé avec ce que j'ai au fond du cœur, avec mon histoire, avec ce qui m'a construite. Voilà, il y a un moment où j'ai décidé que c'était l'homme que j'aimais, que je voulais vieillir avec lui, et que j'allais faire en sorte de cheminer dans la vérité, mais de cheminer quand même à ses côtés. Il y en a combien là? Il y en a 10, 20, 30, 40 qui veulent poser la question. Et pourquoi vous avez attendu 3 ans Vous êtes tous à vous poser la question, à vouloir poser la question. Non, mais moi en fait, j'ai été pris dans un cercle infernal. D'abord, la première chose, c'est une colère totalement injustifiée, mais c'était une colère contre Lourdes qui n'était pas revenue d'elle-même sur sa dernière parole, qui était « ce n'est pas ton fils ». Et j'attendais qu'elle prenne, elle, le téléphone, qu'elle vienne me dire « si, c'est ton fils ». Donc ça, c'est la première des choses complètement désajustées, mais dans lequel j'étais scotché. Deuxièmement, c'est effectivement, j'allais descendre de mon piédestal. J'étais le garçon qui réussissait bien, qui avait fait des bonnes études, etc. Et tout d'un coup,
J'arrivais avec un enfant naturel dans mon milieu, c'était pas le genre de choses exactement faciles à raconter. Et puis jusqu'au moment du mail, j'avais quand même une petite partie de doute qui était là quand même, parce que elle m'avait dit que c'était pas mon enfant. Donc à partir d'un moment, il y a un moment donné où on est complètement enfermé dans un cercle et il n'y a plus d'impulsion pour en sortir. Je poserai la question plus tard, j'irai plus tard, attendons de voir comment les choses évoluent. Et puis j'avais peur aussi des réactions de Lourdes et de Lorraine, pardon, et des enfants. Ça aussi, ça m'a un peu paralysé, ne sachant absolument pas, imaginant des choses complètement idiotes, quoi, de ce que pouvaient être les réactions des enfants. Donc voilà, on est enfermé dans un cercle infernal, vicieux, et il faut une impulsion particulière pour s'en sortir, et je ne l'avais pas. Je voulais savoir si Vicente, là, à quel âge il a su... est-ce qu'on lui a menti sur son père initialement, ou est-ce qu'on lui a dit que c'était son beau-père Donc à quel âge Vicente a appris qu'il avait un père? La deuxième question, c'est pourquoi Lourdes n'a rien dit. Pourquoi Lourdes n'a rien dit? Je pense que je peux répondre aux deux questions. Vicente a toujours su que... Alors, après leur séparation, le retour de Jean Renaud en France, donc Vicente est né, et Lourdes a dû se remarier avec ce monsieur chilien qui s'appelle Juan d'ailleurs, donc il a le même prénom que Jean Renaud. Peut-être Vicente devait avoir 1 an, je ne sais pas exactement, voilà, à peu près 1 an. Donc Vicente a eu un beau-père qui l'a élevé, qui s'est occupé de lui, chez qui Vicente habite toujours. Vicente a toujours su, depuis qu'il est tout petit, sa maman lui a jamais menti. Dès qu'il a été en âge de comprendre, à 2 ans, je sais pas quoi, elle lui a toujours dit « Ton beau-père que tu appelles papa n'est pas ton père. Ton père est en France. Ton père est un Français que j'ai connu, qui habitait au Chili. » Elle lui a rapidement expliqué quand il était en âge un peu plus âgé, qu'elle avait toujours gardé ses coordonnées, qu'elle restait en contact avec lui. Et elle a toujours dit à Vicente, le jour où tu veux le connaître, tu me le dis, j'ai ses coordonnées, on l'appelle, on le contacte, on va le voir, on prend contact avec lui. Et elle est sciemment restée en contact avec Jean Renaud, et ensuite avec moi, en fait, dans cette perspective. Donc, elle n'a jamais menti à Vicente. Et quand j'en ai parlé à Lourdes, après, je lui ai dit, mais Lourdes, qui est au courant au Chili? Elle a éclaté de rire, elle m'a dit, mais tout le monde sait au Chili que Jean Renaud est le papa de Vicente. Toute ma famille le sait. Ma mère, mes frères et sœurs, mon mari, son mari, elle lui a dit très vite, en fait. Très, très vite. Et l'autre question, c'était... À quel âge? Ah oui. Pourquoi elle t'a pas dit que... Alors, Lourdes m'a dit que c'était une discussion entre femmes, qu'en fait, au moment... Ouais, t'as pas eu cette conversation, bah tant pis, voilà. Ouais, j'en apprends encore aujourd'hui de mon histoire personnelle par ma femme, parce qu'elle a eu ces conversations avec Lourdes que je n'ai jamais eues. Ouais, parce qu'on était 2 grandes bavardes et qu'on s'est posé plein de questions. En fait, Lourdes a vu la réaction de Jean. D'abord, Lourdes, il faut comprendre qu'elle sortait d'un divorce très douloureux. Son mari l'avait quittée de manière brutale, difficile, ils n'avaient pas eu d'enfants, mais elle a été très meurtrie par cette séparation. Et donc, quand elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, qu'elle attendait ce bébé, elle m'a dit, mais moi, c'était le dernier trésor que j'avais, quoi. C'était cet enfant que je portais. À aucun moment, elle ne s'est posé la question d'avorter. Jean Renaud non plus ne s'est pas posé la question, mais elle, à aucun moment, elle s'est dit, mais voilà, elle avait 30-32 ans, je pense. J'ai cet enfant, je le garde. Et quand elle a vu la réaction de Jean Renaud, qui n'était pas simple dans l'accueil de cette nouvelle, elle a décidé sciemment de lui mentir et de se rétracter parce que d'abord elle s'est dit je redoute le fait que Jean Renaud reparte en France et un jour vienne me prendre cet enfant et parte avec, c'est à l'autre bout de la planète, je ne veux pas être éloignée de cet enfant. Elle a eu peur de ça et elle m'a dit j'ai décidé de rendre sa liberté à Jean Renaud. Voilà, j'ai vu que l'histoire allait pas se faire avec lui et ben tant pis. Elle s'est dit, je vais élever toute seule cet enfant,
mais je vais faire en sorte un jour que Jean Renaud, quand même, accueille, reconnaisse, connaisse cet enfant, quoi. Elle avait déjà ça dans le cœur. Mais elle a décidé sciemment de mentir pour lui rendre sa liberté. Quand elle parlait avec la petite fille, c'était sûrement qu'elle avait pas ramené Je pense. Et vous, quand vous l'avez rencontré, Lourdes, vous ne lui avez pas posé la question de savoir s'il y avait un fils aîné, parce qu'elle vous la voyait avec une petite fille de 12 ans. Ah, la Elle première vous fois que je l'ai vue. Oui, elle vous dit bien qu'elle a un fils. Ah non, alors la première fois que je l'ai vue, la petite fille avait 2 ans, celle que j'ai vue. Oui, ah oui, d'accord, Parce mais que elle avait c'était- un frère. Mais j'ai même pas posé la question. C'est ça qui est dingue. Non, parce que je savais qu'elle était en vacances à Saint-Sébastien, qu'elle venait nous voir pour prendre un café ou déjeuner, je sais plus trop, et j'ai vu cette petite fille adorable, et non, je savais qu'il y avait un aîné, Mais vous saviez qu'il y avait un aîné quand même. Ouais. Et enfin, Bah non, moi j'avais aucune raison, tu sais, j'avais pas d'éléments à ce moment-là. bah, c'était quand même l'ex-petite amie. Ouais, mais enfin, à mon avis, il y en a eu d'autres. Et toc. Non, c'est vrai, je me suis pas du Elle tout... s'était remariée juste après mon Oui, départ. oui, non, mais attendez, c'est facile de poser des questions. Non, tout à fait. posteriori, hein. Je me suis même pas posé la question. Non, puis encore une fois, moi, j'étais sur mon nuage, quoi. Ouais. Voilà, on se connaissait depuis 3 mois, on allait se marier. C'était une histoire de dingue. Tout le monde nous prenait pour... tout le monde lui disait, mais vous êtes ma boule, quoi, de vous me marier si vite, c'est ridicule. Donc nous, on se marrait bien, quoi. Enfin, donc non, on était vraiment tout à la joie de cette rencontre, de ce mariage dont on était sûrs l'un et l'autre. Et c'est vrai que... Non, encore une fois, j'ai été frappée je trouvais que c'était tendu entre eux, et ça, je comprenais pas. Ça, c'était une question pour moi. Puis après, je suis passée à autre chose. Et pour vous, ça marche. À partir du moment où on prépare un mariage, on se pose quand même des questions sur... à aucun moment, Vicente revient vous poser la question, c'est un déni total. C'est plus compliqué que ça. C'est sûrement pas un déni, parce Non, que mais, j'ai vécu cet aller-retour. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais un gros doute. Mais en même temps, elle m'a dit face à face que c'est pas Oui, mon c'est enfant. vrai, c'est vrai. Donc après, c'est ce que je disais tout à l'heure. On regarde à droite, c'est pas mon enfant. On regarde à droite, à gauche, j'ai un doute. Tout dépend où vous placez votre regard. Et pendant mon mariage, j'avais plutôt tendance à me placer à droite en disant c'est pas mon enfant. Tu m'as quand même dit que tu avais hésité à me parler de ce doute. Ah oui, alors, par contre, la question, c'est pas évidemment, la question s'est posée en disant au moment du mariage, est-ce que avant de me Vous marier. faites un superbe... Non mais là, attendez, là c'est simple, hein. Vous passez le film du loser. Attendez, mais c'est simple. Je connais Lorraine depuis 3 semaines, je lui demande de m'épouser. C'est un sacré questionnaire, c'est dommage, il n'est pas dans le livre. Moi, j'aurais bien aimé le voir. Ah bon? Je lui dis que j'ai peut-être un enfant, elle ne veut pas m'épouser, et plus tard j'apprends que c'est pas mon enfant. Ah ben voilà, c'est le film du loser. Je me suis dit, je lui raconterai ça peut-être plus tard, mais avant de me marier, pas question. Il n'empêche que j'ai quand même organisé cette rencontre avec Lourdes, ce qui est complètement cinglé. Tu n'as pas parlé de ce qui s'est passé à Garches, peut-être? Oui, alors, oui, ça aussi, je ne sais pas s'il y a des psychologues ici, dans cette salle, mais la force de l'inconscient, complètement dingue. Lourdes est venue me voir à Garches. Alors, je sortais d'un long coma, j'étais un peu amorti. Hein. Il n'empêche que je me souviens très bien de Lourdes débarquant à Garches. Je m'en souviens très bien et j'étais assez étonné. Ah, ça alors, comment on a réussi à savoir? Ce que j'ai appris après, c'est qu'elle était venue avec Vicente. Mais moi, j'ai aucun souvenir, mais juste aucun. Et pourtant, il a joué, paraît-il, dans ma chambre. Il a même fait le clown dans ma chaise roulante. Et elle avait amené Vicente en disant, elle a expliqué à Lorraine, en disant, mais moi, à cette époque, quand j'ai appris que tu as eu ça, je n'avais pas bien compris que tu étais sorti d'affaires, et donc j'ai mis toute catastrophe avec Vicente pour qu'il ait vu son père au moins une fois. Mais moi, je me souviens de rien, mais rien de chez rien.
Ma belle-mère et mes belles-sœurs se souviennent d'avoir vu cette ravissante Chilienne avec un petit bonhomme de 3 ans. Personne n'a posé de questions, mais ma belle-mère et mes belles-sœurs s'en souviennent très bien. On se souvient très très bien d'avoir vu cette femme avec un petit garçon venir à Garches. Chapeau, parce que vous avez été aimé par 2 femmes exceptionnelles. Alors, déjà, on arrive presque sur la polémique. Non, mais elles s'entendent très bien, mais effectivement, les femmes ont beaucoup de qualités que les hommes n'ont pas. Vous avez beaucoup de qualités aussi. Merci Sophie pour contribuer au débat, continuer à alimenter le débat. Est-ce que... Dans le livre, vous avez un peu éclairé ma question. Vous expliquez qu'à un moment, cette jalousie arrive dans votre vie de couple et que vous traversez une crise. Et là, vous nous avez un peu plus dit, mais comment est-ce que vous le relisez à la fin? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, vous êtes mis à avoir cette épine dans le cœur? Est-ce que c'est parce que, en parallèle, chez vous, à ce moment-là, ce doute a commencé, ce silence a commencé à vous peser, à changer votre comportement? Ou est-ce que vous voyez la main de la tierce personne qui a fait de vous l'instrument pour permettre à Jean-Renaud de révéler son secret? Parce qu'on passe assez vite dans le livre et c'est vrai que c'est un élément basculant quand même. Complètement. Oui, complètement, parce que là, c'était vraiment... moi, j'étais face à une fragilité. Donc, je me sentais profondément fragile et démunie en disant, mais c'est terrible, quoi. Je deviens jaloux, je deviens suspicieux, j'ai plus confiance dans mon mari, enfin, mon mariage va voler en éclats. Alors, je vais peut-être vous répondre en m'appuyant sur ce que m'a dit une personne qui est psychologue et avec qui on était intervenu sur un plateau de télévision. Et elle m'a dit, j'ai trouvé ça éclairant, elle m'a dit en fait il y a un moment, parce que je lui ai dit peut-être c'est le non-verbal, elle m'a dit oui, je pense qu'à un moment, dans le comportement de Jean-Renaud, inconsciemment, vous avez perçu que votre mari ne se livrait pas ou plus totalement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose physiquement qui devait transpirer quoi, par ses regards, ses attitudes, la manière de me répondre, son sourire, etc. Quelque chose qui devait vous dire je ne me livre pas totalement. Elle me dit vous avez dû percevoir qu'il y avait quelque chose de caché, mais vous ne saviez pas quoi. Donc l'imaginaire s'en mêle, donc là on peut tout imaginer, et c'est dramatique. Mais c'est probablement ça qui s'est passé. J'ai pas le souvenir d'éléments déclencheurs. Vous voyez, j'ai pas le souvenir d'une conversation particulière. Ou d'ailleurs, je faisais absolument pas le lien ni avec Lourdes. Vous voyez, rien de tout ça. Donc je pense que c'est ça. Et insidieusement, c'est venu me dire tu crois que tu es en train de vivre un joli conte de fées, mais en fait, tu es en train de te tromper, quoi. Il y a autre chose. Et voilà. Mais c'était vraiment... c'est subtil, quoi. C'est des petites choses. Donc, effectivement, ça m'a aidé ce que m'a dit cette femme, parce que je me suis dit, c'est peut-être ça. Effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du non-verbal. Et que, inconsciemment, je dirais même aussi qu'on a vu avec nos enfants n'allaient pas très bien à cette période-là, en fait. Il y a quelque chose qui a été... bon, j'insiste pas parce qu'ils n'aiment pas trop quand on en parle, mais il y a quelque chose qui s'est libéré quand même une fois qu'ils ont su ce secret. Il y a des signes chez eux qu'on a vu changer, comme si tout à coup, un poids en moins sur les épaules. Ça a été... Alors nous, on les connaît bien, donc on a vu. Ça a été subtil peut-être pour l'entourage, mais nous, ça nous a beaucoup frappé en famille. Beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ceci dit, pour rebondir, il y a eu un événement pas du tout subtil, mais très objectif. Un jour, on descendait au Pays Basque en voiture. Il avait quel âge, Antoine? Non, mais là, j'étais déjà au courant. Oui, non, mais d'accord, mais pour eux, il avait 9 ans. Ouais. À 9 ans, on c'était peut-être un an avant qu'il soit au courant. On descend en voiture, il y a Antoine et Daria derrière, 9 et 8 ans, 8 et 7 ans. Et on discute, et puis tout d'un coup, en plein milieu de la conversation, je me souviens plus comment il a, mais Antoine nous dit, mais de toute façon, nous on est 5. Si, il a dit, en fait on est 5 dans la famille. En fait on est 5 dans la famille, et il est passé à autre chose. C'est sorti, il dit ouais c'est ça, on est 5. Puis pouf, il est passé à autre chose. Et donc moi je regarde Lorraine, en conduisant, avec des yeux de fait, tête, en même temps, quelque chose, fou furieux. Et Lorraine qui dit... Et juste pour dire voilà, qu'il y a quand même des choses
imperceptibles, qui sont mystérieuses, hein, mais vraiment mystérieuses. Et quand vous avez vu Lorraine changer, est-ce que vous vous êtes dit c'est ça? Ah non, moi j'étais fou. Non, j'ai rien vu du tout. J'ai vu qu'elle était jalouse, ça m'énervait au plus haut point. Effectivement, alors j'ai essayé de redoubler de signes, etc. Ça l'a changé. Rien du tout. Et effectivement, à un moment donné, j'étais pas content du tout et je le faisais savoir. Non, il n'a jamais fait le lien avec, Jamais. avec cette histoire. Vous êtes retourné à Medjugorje en famille ou pas? Avec vos enfants? Alors, non, pas avec nous. C'est une bonne question parce qu'on se la pose depuis longtemps. Non, on y est retourné après notre rencontre, 1 an après. On a décidé d'y retourner en emmenant mes parents et en tout un groupe de copains. On était très nombreux. Et j'ai eu un joli clin d'œil parce qu'on était mariés depuis quelques mois et je me suis rendu compte là-bas que j'étais enceinte de mon premier enfant. Et depuis, on n'y est jamais retourné. Et nos enfants attendent qu'une chose, c'est qu'on les emmène tous les 3. Hein, ils nous demandent ça. Et on aimerait bien y aller. C'est un projet qu'on a, mais voilà, pour le moment, on n'a pas réussi à... En plus, bon, c'est compliqué, il faut faire venir Vicente du Chili, mais on a ce projet-là dans le cœur. Est-ce qu'à un moment, vous avez perdu confiance en votre mari? Et si c'est le cas, comment vous l'avez retrouvé? Alors, perte de confiance en votre mari. Ah, Un moment, rassure. Oui, Rassurez-nous. Parce qu'elle va dire comment elle a retrouvé. Sinon, je ne serais pas là. Bien sûr, bien sûr. Mais comment elle a retrouvé? Cette période ça a été une vraie question pour moi parce que c'était tellement énorme de me cacher un truc pareil. Encore une fois, j'insiste peut-être sur ce point, mais j'ai été vraiment blessée, mais profondément blessée. Et c'était au cœur de cette confiance parce que une des premières choses que Jean Renaud m'a dit quand on s'est connus, au bout de 2 jours, il m'a dit « Je ne sais pas pourquoi, je ne te connais pas, mais je sais que je peux te faire confiance. Tu es une femme en qui je sais que je te fais confiance sans te connaître. » Et on a bâti notre histoire sur cette confiance réciproque. Donc là, la confiance était abîmée, elle était poignardée au cœur, quoi. Parce que j'étais touchée dans justement ce principe de transparence et de vérité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui devait être au cœur de notre dialogue au moment où on s'est fiancés, au moment où on allait se marier. Et je me suis dit, mais il met tout ça par terre. Hein. Et moi, on a bâti notre mariage tous les deux là-dessus, sur ce mot de confiance et sur cette transparence. Et moi, je pense que ça m'a pris des années de cheminer, d'abord en bombardant de questions et en me disant, mais comment je vais reconstruire cette confiance? Comment est-ce qu'on... À 2, ça ne se construit pas tout seul, ça se construit à 2. Et j'ai d'abord été émerveillée, mais je le dis après ça, sur le coup j'étais peut-être pas émerveillée en fait par les trésors de générosité, d'ingéniosité, de créativité que Jean Renaud a pu mettre dans notre relation. En me manifestant avec tout l'être qu'il est, voilà, j'ai toujours trouvé qu'il était profondément généreux et créatif et toujours bourré d'idées, mais vraiment mis au service de cet amour auquel il tenait. Il m'a vraiment manifesté à quel point il tenait à ce mariage, à quel point il tenait à notre famille, à ce qu'on avait construit et qu'il ne voulait pas mettre tout ça par terre. Et je pense qu'avec les mois, les années, vraiment mon cœur de femme a été touché en fait par cette... En fait, ce qui m'a touchée, c'est l'humilité que j'ai découvert de mon mari. Le fait que tout à coup, je le découvre en vérité tel qu'il est, et je me suis dit, en fait, on est 2 pauvres bras cassés. Moi, j'étais un peu un bras cassé avec ma jalousie, mes suspicions et mes manières de faire sûrement pas ajustées. Et Jean Renaud, il était englué dans son secret, dans cette fragilité grave. Et je pense que c'est tout ça qui m'a aidée au cours des années. C'est de voir son cheminement, c'est de voir son humilité, son acceptation de reconnaître qu'il n'avait pas fait comme il fallait. Voilà. Vous voyez, c'est tout ce chemin-là en fait qui m'a petit à petit aidé à avoir envie, encore une fois, de reconstruire autre chose. On a même ce prêtre-là qui était mon directeur spirituel, dans cette période de secret, nous a proposé une très belle démarche. Non pas de se remarier, parce qu'on ne se remarie pas, une fois qu'on est marié dans ce sacrement de mariage, on est marié à vie, mais de nous dire on va refaire une célébration juste tous les 3
pour que vous puissiez vous redire en fait cet engagement dans le mariage et vous rechoisir. Et ça a été fondateur pour nous, je pense. Et voilà, donc moi je pense que c'est tous ces éléments-là, je vous en livre quelques-uns là, mais qui m'ont aidé petit à petit. Je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces mouvements de Jean Renaud, tout ce que j'ai vu de ce dépouillement, d'accepter de se montrer en vérité, avec sa pauvreté, cette humilité, me dire bah oui j'ai pas fait comme il fallait, bah, j'ai fait comme j'ai pu, etc. Mais vraiment en reconnaissant, en acceptant de se mettre à nu en vérité. Ça m'a touchée, ça a touché mon cœur de femme et ça nous a aidés l'un et l'autre à repartir sur d'autres bases en mettant plus de tendresse, plus d'humour aussi du coup. Enfin, ça a apaisé beaucoup de choses en fait. Mais je pense que ça a mis du temps et au moins toute cette période de secret, 3 ans et demi, et qu'ensuite j'ai vraiment senti au moment de la révélation de l'existence de Vicente auprès de notre famille et de nos proches que là... profondément dans mon cœur, je me sentais solidaire de mon mari et je ne voulais pas faire de cette histoire un drame et que je voulais que ce soit une joie pour nos enfants et que ce soit une chance pour notre couple aussi, quoi, de cheminer vers autre chose. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Oui, exactement. C'est ça que moi j'ai trouvé... Mais oui, mais encore une fois, il y a un moment... Vous êtes quand même bavard, vous parlez, vous êtes des choses. Vous n'arrivez pas à le formuler. Oui, mais c'était un parcours formidable. Oui, L'attention là ce soir, c'est vrai. Non, mais c'est beaucoup plus je touchant comprends de mieux. l'entendre Oui, c'est que de le lire. En fait. Ouais, c'est pas forcément bien dit dans le livre. On ne comprend pas forcément tout ce chemin. Cette humilité, on la sent pas forcément. Je suis peut-être moins pudique ce soir, du coup, c'est peut-être ça. Moi, j'avais une question. Je suis par là. Vous en parlez. Ça marche. Si, c'est bon. Vous en parlez un petit peu dans votre livre, et puis ce soir, vous arrivez directement, etc. Mais dans vos éducations, ou dans le terreau familial qui a été le vôtre, qu'est-ce qui, pour vous, Lorraine, finalement, a été un terreau favorable à accueillir grandement et bellement la vérité? Voilà. En quoi vous avez été sensibilisé à ça? Et puis vous aussi, Jean Renaud, vous le dites un petit peu ce soir, de dire j'ai toujours été habitué à tout maîtriser en école, etc. Est-ce que vous pourriez rapidement donner votre parcours et puis voilà un petit peu cette pression aussi qui a pu expliquer le fait qu'il a fallu du temps. Et pour nous aider aussi tous à voir que dans nos familles, il y a des choses à faire grandir. Je vais peut-être commencer à répondre sur la première partie de votre question. Moi, dans mon histoire, c'est très net. Petite fille, j'avais 2 grand-mères que j'aimais beaucoup, mais il y en avait une qui avait vraiment un parcours de vie douloureux parce qu'elle a eu 3 fils qu'elle a perdus, elle a perdu son mari, enfin voilà, il y a eu des événements, elle a eu plein de soucis de santé. Et en fait, cette femme, dont j'étais très proche, a toujours été extrêmement vraie avec moi. Elle avait cette espèce de manière de me parler, même quand j'étais petite fille, toujours en vérité. Et elle me disait les choses. Et du coup, elle me faisait aussi bien part de ses fragilités, des choses difficiles qu'elle avait traversées, sans peut-être mesurer que j'étais une toute petite fille qui avait peut-être pas forcément besoin d'entendre tout ça. Mais j'étais touchée par la vérité de cette femme, toujours. Et aussi loin que je remonte, petite, je supportais pas qu'on me dise pas les choses. J'avais ça en moi, et quand je sentais qu'un adulte faisait des circonvolutions, n'était pas direct et droit avec moi, je le sentais et j'étais malheureuse et je le prenais pas au sérieux du coup. Donc je pense que c'est au départ cette grand-mère qui m'a marquée par son souci de vérité. Et puis une autre femme qui était un peu du même acabit, qui a beaucoup compté dans ma vie, qui était une jeune femme espagnole qui s'est beaucoup occupée de moi quand j'étais petite, que j'adorais. Je l'appelais ma deuxième maman, et qui avait aussi un côté très, très vrai, très direct et très, très sincère. Et je pense que petite, ça m'a vraiment marquée. Et du coup, ça m'a toujours habité, ce souci de vérité. Et je me suis dit, il y a eu des événements douloureux
dans notre famille, des choses difficiles, mais je me suis dit, je préfère savoir la vérité, même si c'est difficile, plutôt que de vivre dans le mensonge et dans le non-dit. Donc ça m'a toujours exaspéré qu'on ne me dise pas les choses. Voilà. Donc vous n'avez jamais passé un moment de ne pas dire à vos enfants la vérité, puisque pour vous, la vérité, c'est important. En fait, je me suis toujours appuyée sur le fait que cette vérité, elle s'appuyait sur une réalité. Et que cette réalité, quoi que je fasse, elle était là. Et je pouvais prendre le problème dans tous les sens. Mes enfants avaient un frère. Et je me suis dit, j'avais l'exemple autour de moi d'une amie, 3 amies qui ont perdu 3 sœurs, qui ont perdu leurs 2 parents dans un accident en montagne. Et ces sœurs ont découvert à 25 ans, après la mort de leurs parents, qu'elles avaient un frère aîné. Vous pouvez imaginer le traumatisme que c'est, il n'y a plus de parents, il n'y a plus personne pour en parler, et elles découvrent un frère aîné qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au père. Donc elles les ont découvert chez le notaire quasiment, quoi. Et moi, je connaissais cette histoire, et je me suis dit, mais mes enfants, mais jamais, quoi. Je ne veux pas qu'ils découvrent à 25 ans, 30 ans, qu'ils ont un frère aîné. J'étais d'abord intimement persuadée qu'ils le seraient un jour parce que c'était une vérité, et je ne voulais pas être celle qui cache la vérité. Et j'étais persuadée, peut-être je me trompais, mais j'étais persuadée que plus ils apprendraient ça jeunes, plus ça serait facile dans leur cœur d'enfant d'accueillir, tout en posant des bonnes questions, ils nous l'ont montré, mais d'accueillir cette vérité. Donc j'ai jamais eu de doute là-dessus. On finit peut-être sur la réponse. Moi dans mon parcours, l'élément clé qu'il faut prendre en compte dans tout ce que je viens de raconter, c'est particulier, c'est un père qui a une personnalité très très forte, dans une famille du Pays Basque étant le seul mâle pouvant transmettre le nom de famille, donc ayant placé dans son fils beaucoup d'espérance. Forcément, on n'est pas sensible. Il y a ici des gens dans cette salle qui ont pu confronter à l'autorité de mon cher père, qui pourraient le confirmer. Il y a 2 personnes ici. Et moi. Oui. Bon, toujours est-il que je pense qu'effectivement, cette autorité qui était dans le fond bien intentionnée, mais pas forcément bien dirigée, a beaucoup impacté le fait que j'ai eu peur d'avancer dans la vérité, et puis le fait d'annoncer que j'avais cet enfant. C'est indiscutable, absolument indiscutable. Du coup, il est mort sans connaître Vous remuez le couteau dans la plaie. Donc c'est 3 ans et demi en fait. Il est 3 ans et demi de silence apparemment. il est mort sans le savoir. D'ailleurs, alors moi je l'ai évidemment énormément regretté. J'ai fait une connerie monstrueuse, mais enfin bon, c'est comme ça, on ne refait pas l'histoire. Et ça, en plus, ça a eu un impact indirect, c'est-à-dire que maman l'a appris, ma mère a appris l'existence de celui pas très longtemps après la mort de mon père, et ça a été très 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 dur pour elle. Elle ne pouvait pas partager, elle savait que ça aurait été important pour mon père, elle ne pouvait pas partager ça avec mon père, moyennant quoi ça a généré des réactions un peu bizarres dans son accueil pour Vicente. Il y avait quelque chose de pas ajusté, qui s'est réglé un peu avec le temps, mais pour ces raisons-là, pour le fait que papa n'ait pas connu ce fils. Alors non, il sait qu'il peut aborder la question, enfin même qu'il pourrait avoir mon nom quand il veut, mais ça pour le coup, je le laisse gérer la chose. Il sait que moi là-dessus j'ai un accueil et je suis tout à fait prêt à le faire. Je pense que ça ne se fera pas tant que son beau-père reste en vie, vraisemblablement. Et du coup, juridiquement, vous l'avez reconnu ou pas au final ? Non, mais je ne l'ai pas reconnu parce que, pour les mêmes raisons, tant qu'il est... Parce que votre femme a parlé d'un héritage, etc. S'il y a un problème, juridiquement, C'est compliqué parce qu'il est majeur. Oui, mais bon, le truc c'est que ça... On est en train de réfléchir au problème. Oui, mais ça s'arrangera. Les 3 enfants sont comme ça. Donc, même si moi je devais disparaître, qu'on eût disparaître tous les 2 brutalement, je suis sûr et certain qu'ils s'arrangeraient bien tous les 3. Oui, mais
Oui, non, indépendamment des aspects administratifs. On va prendre juste une dernière question. Tu disais tout à l'heure que toute la famille chilienne était au courant que vous étiez le papa de lui. Comment est-ce qu'il réagissait? Parce qu'il devait bien se dire que son père ne s'occupait pas de lui la plupart du temps. Est-ce que lui savait que vous n'étiez pas au courant? Lorraine peut vous répondre à ces questions, moi je ne peux pas. J'ai pas eu les conversations qu'il fallait. Tu connais la réponse quand même. Alors Vicente, d'abord, quand il était petit, quand il a compris que son papa était en France, Lourdes m'a dit, il y a un moment où Vicente s'est braqué et a dit à sa maman, en fait, t'as fait de moi un bâtard et je veux pas le connaître, cet homme, je veux pas le connaître. Alors, il me dit qu'il s'en souvient pas, mais Lourdes m'a dit ça plusieurs fois. Et effectivement, petit, il voulait pas, il vivait avec son beau-père et il voulait pas rencontrer son. C'était pas une question en fait. La question, elle a surgi comme par hasard quand il a eu 13-14 ans. Comme par hasard, parce qu'effectivement, c'est la pleine construction pour un adolescent de son identité d'homme. Et c'est un âge, vous le savez, quoi, on se pose énormément de questions. Et savoir d'où on vient à cet âge-là, c'est crucial. Savoir quelles sont ses racines, avoir des points de repère et du coup connaître son papa biologique, c'était important. Évidemment, il a écrit à ce moment-là, c'est lui qui a décidé d'écrire. Je pense que Vicente savait que je n'étais pas au courant. Ouais, sa maman lui avait dit que je n'étais pas encore au courant. Mais c'est pas. Mais je pense qu'elle n'a pas insisté parce qu'elle voulait pas que ce soit un frein pour que Vicente puisse contacter son père. Mais voilà. Après voilà, Vicente savait qu'effectivement il avait très vite il a su qu'il avait un demi-frère et une demi-sœur en France et il a été très heureux de les connaître. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à votre question. Est-ce qu'il savait? Non, en fait, Lourdes avait toujours dit à Vicente, d'abord elle lui a dit qu'elle l'avait emmené voir son père quand il était à Garches. Donc ça, Vicente le savait quand même s'il avait peu de souvenirs, parce qu'il avait 3 ans et demi quand il est venu à Garches. Elle avait redit à Vicente, mais je t'ai emmené voir ton père biologique, quoi, ton papa, en France. Et elle lui a expliqué, Jean Renaud a envoyé des cadeaux. Alors, il s'en souvient pas, mais si tu as fait quelques cadeaux à Vicente. Et Lourdes a toujours expliqué à Vicente. Jean Renaud avait envoyé une petite médaille, avait envoyé, je crois, un petit train, des livres, etc. Et Lourdes a toujours pris soin d'expliquer à Vicente d'où venaient ces cadeaux et ce que ça représentait, en fait. Voilà, que c'était son père biologique en France. Donc, je pense que Lourdes, après, j'ai pas tout le détail, mais je pense qu'elle a communiqué régulièrement avec Vicente à ce sujet. Et elle lui a toujours dit, pendant des années, le jour où tu veux le contacter, j'ai son adresse, je sais où il habite, on peut aller le voir, tu peux le contacter, etc. Voilà. Si vous lui envoyez des cadeaux, plus comme ça. Il y a un mot sur les cadeaux. C'est 1 an ou 2 ans, donc je voulais partir, ça s'est arrêté après. C'est juste en partant du Chili, j'avais quelques scrupules, mais c'est une bonne question. Ça fait partie de ces choses, vous savez, dont je vous parlais dans le subconscient, qui vous dépassent complètement. On va dire ça comme ça. Je crois qu'on va je vais juste conclure sur une chose. On vous a parlé de personnes pour le moment très théoriques. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez aller, il y a un site internet sur lequel il y a notamment pas mal d'informations, notamment les fameux devoirs de vacances, mais il y a aussi des photos. Donc vous pourrez voir quelques photos des enfants. Et c'est pas compliqué, c'est grâce à toi en un seul mot.fr. Grâce à toi, sans accent évidemment, grâce à toi.fr. Voilà, je crois qu'on peut remercier chaleureusement
Merci. Moi, je retiens 3 choses. D'abord, l'histoire se termine bien, ce qui est heureux. Deuxièmement, c'est un témoignage magnifique sur les secrets de famille, une invitation, c'est plus facile à le dire ici qu'à le vivre, de se libérer de ses secrets de famille. Et puis aussi, je pense que c'est un formidable message d'espoir qui montre que l'amour grandit aussi dans la fragilité et dans le fait qu'on expose sa fragilité à l'autre. Et c'est un très beau message d'espoir. Je vais passer la parole à Cécile. Je vous rappelle que vous pouvez acheter un certain nombre d'exemplaires du livre à la sortie. Et Cécile, tu veux redire un petit mot? Et on les dédicace. Ah oui, vous les dédicacez. Voilà, merci infiniment, vraiment à tous les deux, pour cette riche soirée qui va nous donner à méditer, à avancer, chacun dans nos vies. Donc voilà, votre livre est à la vente. Voilà. Je pense que c'est vous soutenir, soutenir aussi ce témoignage pour tous ceux qui en ont besoin, que de l'acheter, de le diffuser. Et puis vous dire aussi qu'on vous invite à une participation aux frais à la sortie de la maison, qui pour nous est très importante, sachez-le, au niveau de l'organisation de ces conférences, de sa communication, de sa diffusion. 5 €, ça peut être très bien. Sachez que ça compte beaucoup pour nous. Donc voilà, on vous remercie déjà pour cela. Et on vous donne rendez-vous jeudi 24 mai à la prochaine conférence du cycle de conférences L'aubaine d'être né en ce temps. Une conférence sur le transhumanisme, l'immortalité, la question de la nature, savoir si elle est dépassée aujourd'hui ou pas. Un philosophe, Emmanuel Brochier, qui est également le professeur au Bernardin et à l'IPC, viendra donner cette conférence. Donc jeudi 24 mai prochain, sur des questions d'actualité. Vous savez que les états généraux de la bioéthique ont été ouverts, qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, à observer. Voilà, ne manquez pas ce rendez-vous jeudi 24 mai prochain. Je vous remercie infiniment et bonne soirée.